Dans cette vidéo, je vais vous montrer un garçon musclé nommé Mash, qui est né dans un monde magique. Il n'a pas de magie mais peut vaincre n'importe quel magicien. L'anime commence par présenter les visionnaires divins, qui sont les meilleurs experts en magie du monde et qui jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la société. Les nouveaux membres sont souvent invités à rejoindre le Bureau de la magie, la principale institution magique qui s'occupe de diverses tâches et protège la société des menaces potentielles. À l'Académie de magie, Mash et ses amis sont sur le point de devenir des voyants divins après avoir vaincu Magie Lupus. Bien que les pièces de l'Anaï à la maison Adler, des rumeurs se répandent sur l'incapacité supposée de Mash à utiliser la magie après son combat contre Cell. Mash, soulagé d'avoir survécu, attend avec impatience la célébration de leur victoire après l'école. Finn, quant à lui, manque de confiance en lui et s'inquiète des conséquences de faire taire l'élève qui a révélé l'incapacité de Mash à utiliser la magie. Ces inquiétudes se concrétisent lorsqu'un autre vilain élève interroge Mash sur son apparente incapacité à utiliser la magie. Mash nie calmement, affirmant qu'il peut utiliser la magie, mais la rumeur continue de se répandre. Finn reste silencieux, ignorant la conversation et éloignant Mash de la situation. Cependant, le vilain élève avertit Finn des conséquences potentielles de se lier d'amitié avec un non-magicien, lui révélant qu'il pourrait être renvoyé de l'Académie de magie, mais Finn le rejette, disant qu'il a le droit de choisir ses amis. Soudain, Lance arrive, active sa magie de gravité et écrase l'étudiant qui a lancé l'avertissement à ses amis. Au milieu de tout cela, Lemon arrive et présente une Dot bandée qui pleure en expliquant la gravité de ses blessures, 6 côtes cassées, un crâne enfoncé, des fractures composées dans les 4 membres, et d'autres maux. Malgré ses blessures, Dot crie quelque chose sous ses bandages et veut être libre. Après l'école, tout le monde se retrouve dans la chambre de Mash et Finn pour fêter leur victoire contre elle. L'excitation est palpable, mais Finn ne peut s'empêcher de penser qu'il négligeant le fait que les vaincus les ont rejoints. Pour détendre l'atmosphère, Abel sort un jeu de cartes. Le leader de magie à Lupus précise toutefois qu'il n'est pas là pour être ami, mais pour célébrer le fait qu'Abyss a accepté son passé. Abyss, mis en garde contre la possibilité de vaincre son chef au jeu de cartes, reçoit une offre de nourriture de la part de Lemon, qui lui suggère de faire attention à son langage. Exprimant sa gratitude maladroitement, le chef mentionne qu'Abyss n'est pas familier avec les filles et qu'il a tendance à les appeler femelles. Dot se tortille de frustration tandis que Love dévore toute la nourriture. Lemon, qui tente de donner un chou à la crème à Mash en guise de remerciement, est accusé de jouer le rôle traditionnel de la femme. Sans se laisser déconcerter, Mash rejette l'offre, montrant qu'il peut se nourrir tout seul. Lemon se plaint d'avoir accidentellement laissé tomber le chou à la crème, mais Mash utilise son habile respiration pour l'attraper avant qu'il ne touche le sol. Finn s'enquiert des allées et venues de Lance pendant leur combat contre les ennemis, et Lance révèle qu'il avait affaire à quelqu'un qui prétendait être un condamné à mort dans le sous-sol. Le détenu s'est retiré au milieu de leur combat, laissant Finn choqué par cette révélation. En observant l'étrange rassemblement, il sent que quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Abyss s'assoit avec Mash et lui adresse un message d'avertissement en guise de remerciement pour l'invitation. Il révèle qu'Innocent Zero, le pire syndicat du crime du royaume magique, a pris pour cible l'étudiant sans magie. Abel a gagné en puissance en les aidant, obtenant sa 3e lignée par des moyens artificiels, grâce à Innocent Zero. Il révèle que les véritables triples lignées sont encore plus redoutables qu'Abel. Le chef de magie à Lupus n'a fait qu'emprunter leurs ressources pour gagner plus de pièces, estimant qu'il s'agissait d'un petit sacrifice pour le bien de tous. Le numéro 2 pense que l'Innocent Zero s'en prend à quelqu'un qui a un lien avec Mash, et avertit l'étudiant sans magie qu'il doit être prudent car il est probable qu'il revienne. Abyss est certain d'être puni par l'Innocent Zero pour leur perte. Il explique le désir d'Abel de créer un monde pacifique pour les gens gentils comme sa mère, et remercie Mash d'avoir empêché son patron de s'égarer. Abyss pense que Mash peut faire de leur rêve une réalité. Pendant leur conversation, Finn rejoint Abel dans sa chambre pour jouer à un jeu de société. Finn se demande pourquoi il doit être associé à ce type. Au même moment, le même élève moche tente de se faufiler dans la chambre de Mash pour trouver la preuve de son incapacité à utiliser la magie. Surpris de le voir parler à Abyss, il se demande pourquoi Abyss est avec un garçon sans magie. À ce moment-là, le vilain élève est surpris par le retour d'Abel et de Finn, qui s'enquiert de ses intentions. Le vilain élève s'excuse rapidement, laissant tout le monde perplexe. Soudain, un hibou interrompt la conversation entre Mash et Abyss en s'écrasant par la fenêtre, déposant une lettre pour Mash avant de partir discrètement. Lemon et Abyss rejoignent Mash alors qu'il ouvre la lettre, leurs expressions révélant de l'effroi. Le lendemain, Mash est convoqué par le bureau de la magie pour une enquête d'urgence concernant sa dissimulation de son incapacité à utiliser la magie. Monsieur Bless fait office de juge et qualifie cette affaire de crime grave, expliquant que les utilisateurs non magiques représentent une menace qui doit être éradiquée pour préserver ce qui a été créé. Mash argumente en disant que les choses ne doivent pas toujours être parfaites. La divine visionnaire Rio l'interrompt, soulignant que le succès est tout ce qui compte et qu'elle pense que Mash a le potentiel pour devenir un vrai homme. Curieux de la présence du voyant divin, Monsieur Bless s'interroge sur les raisons de sa présence à l'audience.
Rio ne tient pas compte de ces détails et informe Mash qu'ils vivent dans le cadre de règles établies pour la majorité. Il explique que les règles existent pour maintenir l'ordre, et que satisfaire tout le monde perturberait cet ordre. Pour illustrer son propos, il invoque une bougie et met Mash au défi de l'allumer sans la toucher. Rio insiste sur le fait que la magie est omniprésente dans leur monde, affirmant que Mash doit faire preuve d'un miracle plus puissant que la magie pour justifier son existence. Il met Mash au défi de prouver qu'il est un vrai homme. Monsieur Bless reproche à Rio d'être cruel en demandant à une personne dépourvue de magie d'allumer une bougie sans la toucher, estimant que c'est impossible. Malgré le scepticisme, Mash relève le défi. La confusion s'installe lorsque Mash sort une baguette, étant donné son incapacité supposée à utiliser la magie. Plaçant la pointe de la baguette près de la bougie, il la frotte contre le sol à toute vitesse, générant un feu gigantesque par friction. L'explosion inattendue des flammes illumine la bougie, surprenant tout le monde. Mash se promet de faire basculer la majorité avec son poing, ce qui lui vaut un sourire de la part de Rio, qui le reconnaît. Pendant ce temps, Shaun, un employé du bureau, attend à l'extérieur de la salle d'audience, tremblant en voyant les visionnaires divins s'approcher. À l'intérieur, les visionnaires divins discutent de la punition imminente de l'étudiant sans magie. Ils remettent en question la décision de M. Wahlberg d'autoriser cette situation. Matal insiste sur l'importance des règlements pour maintenir l'ordre. Dans le hall, Mash pense qu'ils vont lever la séance après avoir relevé le défi. M. Bless rejette cette idée comme un non-sens égoïste, mais son discours est interrompu lorsque du sable magique s'attache à la jambe de Mash, suivi d'une attaque massive de sable. Mash arrête l'attaque et se demande qui a fait ça. M. Bless est surpris de voir de nombreux voyants divins. Matal, un individu strict, pense que le système se brise s'il permet des exceptions. Il trouve ridicule que des personnes haut placées fassent des exceptions sur la base d'émotions éphémères. Matal dit que Mash doit se racheter par la mort. L'étudiant est confus, pensant que cette décision représente l'accord de tous les voyants divins. Une voix déformée l'interrompt, déclarant que le jugement est inacceptable. Tout le monde se retourne pour voir que M. Bless a été possédé. Les coupables, innocents zéro, se révèlent et insistent sur le fait que Mash leur appartient, disant aux visionnaires de s'éloigner. Les visionnaires supposent que Mash doit avoir une origine inhabituelle pour être lié à eux, mais Mash rejette fermement l'idée d'être la possession de quelqu'un. Renatus rejette son opinion, et Innocent Zéro déclare qu'ils sont sérieux. Ils révèlent qu'ils ont implanté un parasite magie à l'intérieur de M. Bless, ce qui choque Shaun, qui se met à crier. Mash s'interroge sur le parasite magie, et on lui explique qu'il s'agit d'une créature dangereuse qui se nourrit de mana et utilise les humains comme hôtes pour ses larves. En essayant de l'éliminer, le parasite trouve souvent un nouvel hôte. Innocent Zéro affirme sa domination, considérant cet acte comme une déclaration selon laquelle le monde lui appartient. Rio coupe court à la discussion, déduisant qu'Innocent Zéro déclare la guerre au bureau de la magie, désireux de mettre fin à un conflit de longue date. Rio soutient leur nouvelle orientation et révèle son intention d'éliminer le parasite magie. Shaun l'avertit que le parasite est un ennemi juré, en particulier pour les puissants utilisateurs de magie comme Rio. Rio, confiant dans sa force, décide d'agir. Mash retire le parasité, après une brève lutte, il le recrache en l'attachant dans sa bouche. Shaun cesse de réprimander Mash, se rendant compte de sa créativité. Mash dépose doucement M. Bless, affirmant qu'il a résolu l'affaire en battant le messager ennemi. Rio fait l'éloge des actions impeccables de Mash, le considérant comme un trésor. Matal n'est pas d'accord, déclarant que le règlement est la loi, et que l'opinion de Mash, en tant que non-magicien, ne doit pas être respectée. Mash proteste, en posant ses pieds sur le sol. Matal l'attaque, s'apprêtant à l'achever, mais Rio intervient, retenant Matal à la pointe de sa baguette. Malgré les objections de Mash, une épée géante de rein fait reculer les deux parties. C'est alors que Wahlberg entre dans la pièce, choquant tout le monde. Après cela, un homme nommé Galuf Gargaron, qui avait invoqué Mash, a été informé par Orté de la vérité sur Mash. Il ne peut pas utiliser la magie. Quant à sa présence à l'Académie d'Iston, il n'y a pas lieu d'en discuter. Il n'y a pas besoin d'enquête, nous devons respecter les règles, et je suis en droit de donner à ce garçon la punition la plus sévère. À ce moment-là, l'homme au long menton, Wahlberg, leva les yeux au ciel, espérant que le jugement de Mash serait reporté. Il y a de fortes chances que ce garçon nous donne un avantage sur eux, nous ne pouvons donc pas le perdre à ce stade très important. Mash est entraîné loin de Wahlberg, mais son ami lui dit qu'il est une légende vivante. Le seul qui ait pu affronter Innocent dans sa jeunesse est le seul qui ait mon respect. L'homme dit alors à Wahlberg qu'il comprend sa position, mais qu'il ne peut pas l'accepter et remettre Mash à ce tribunal. À ce moment-là, Wahlberg enlève son chapeau par respect pour l'autre homme et lui dit que ce qu'il a dit est vrai. Il ne peut pas utiliser la magie, mais il a un talent unique pour gagner le cœur des gens. Il croit fermement que les gens comme lui changeront notre vision de ce vaste monde. Et ce n'est pas tout, jusqu'à présent, ils ont traité avec force ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie, mais je ne l'accepte pas. Je m'oppose à leur traitement. Je veux l'égalité entre les pauvres et les riches et entre les forts et les faibles. Nous sommes tous des êtres humains, et nous sommes tous faits de poussière.
Orthé lui dit qu'il respecte sa position, mais qu'il ne doit pas imposer son opinion à qui que ce soit. À ce moment-là, Ren entre et leur dit qu'il est d'accord avec l'opinion de ce père. Mais Mash a également prouvé qu'il était digne de notre confiance. Tout le monde aime et se souvient du flashback entre lui et Mash lorsqu'il lui a demandé s'il aimait les lapins. À l'époque, Mash semblait très amical et compatissant. Le garçon aux cheveux blancs leur dit qu'il comprend les sentiments de Ren, mais que les émotions personnelles ne doivent pas affecter les règles. L'autre garçon aux cheveux longs leur dit qu'il devrait suivre les règles et mettre fin à cette affaire. Cette affaire a pris plus que sa part. À ce moment-là, l'homme chauve entre et convient avec eux que ce monde doit être débarrassé des personnes qui ne possèdent pas de magie. Pourtant, la personne qui m'a sauvé la vie aujourd'hui ne possède aucune magie. Mais en fin de compte, nous devons suivre les règles. Quand Ordo a entendu les paroles de tout le monde, il a décidé de n'agir que sous leur supervision en tant que marionnette face à Innocent Zéro. En d'autres termes, Mash doit prouver qu'il est assez fort pour affronter Innocent Zéro. La preuve, c'est qu'il devient candidat au titre de monarque du ciel cette année. S'il échoue, il sera immédiatement détruit. Mash accepte, puis lève sa main droite et leur dit que ce point suffit à vaincre n'importe qui. Mash frappe le sol d'un coup de poing très puissant, puis dit à tous les gens qu'il vaincra Innocent Zéro, le mal des mots, avec ce poing puissant. Après cela, nous voyons l'Innocent Zéro assis sur sa chaise, attendant son combat contre Mash. Le lendemain, Mash rencontre ses amis Lance, Dot et Finn et leur raconte ce qui lui est arrivé la nuit dernière. Ils sont choqués d'apprendre qu'il va devoir affronter l'organisation des Innocents, une organisation très dangereuse, et qu'il ne peut pas utiliser la magie. Mais Lance se souvient de la fois où il a affronté Mash, qu'il a facilement vaincu alors qu'il n'avait pas de magie. Dot dit qu'ils doivent sortir ensemble pour profiter d'un peu de temps, car après cela, ils subiront un entraînement très dur. Et en effet, ils sortent pour profiter de leur temps. Nous voyons ensuite Finn, seul sur la route, heureux à l'idée de sortir car son ami Dot était très inquiète pour Mash. Et c'est mieux que le tribunal ait reporté la sentence de Mash au lieu de la morosité qui planait sur DH. Mais il ne sait pas quels vêtements ses amis vont porter. À ce moment-là, Dot appelle Finn et le trouve portant une armure très solide, et il est surpris de le voir ainsi. Après cela, Mash arrive et trouve Finn en tenue d'entraînement. Il se met alors en colère et lui dit qu'il n'est jamais sorti avec des amis auparavant et qu'il ne sait donc pas comment il doit s'habiller. Finn est de plus en plus en colère parce qu'il ne veut pas que quelqu'un le voie avec ces deux-là. Après eux, Lance arrive et s'excuse d'être en retard. Il porte des vêtements tout à fait normaux. Finn est donc très heureux de ne pas avoir fait comme le reste de ses amis. Mais il est surpris de voir que Lance porte un t-shirt avec la photo de sa sœur. Ce groupe est vraiment terrible. Ensuite, Mash et son ami Dot changent de vêtements et portent de beaux habits. Tout le monde sort ensemble, et Dot lui dit qu'il connaît un jeu ici, dans cet endroit. C'est un jeu très célèbre dans Market Street. Il les emmène ensuite à l'endroit où se déroule ce jeu. Nous découvrons que ce jeu implique de petits animaux, qui sont des koalas. Ils s'assoient sur des boîtes et les gens ordinaires essaient de leur mettre un petit bâton dans le nez. Le koala éternue en se chatouillant le nez, et il réfléchit en projetant son mucus sur ce disque accroché au mur. Ash est encouragé et va essayer ce jeu. Il essaie de chatouiller l'animal, mais celui-ci n'éternue pas. Dot lui dit qu'il est difficile pour les débutants d'atteindre la cible. Il lui demande alors de le laisser essayer le jeu. Et en effet, Dot va l'essayer lui-même. Il veut apprendre à Mash comment jouer, car il chatouille le koala, qui éternue et projette son mucus sur le visage de Mash. Mash est très en colère et veut le frapper. Après cela, le groupe continue son chemin, où Lance veut changer sa baguette magique. Il veut se procurer une nouvelle baguette magique car des rumeurs se sont récemment répandues selon lesquelles l'examen de qualification pour le titre d'illuminé approche. En raison de l'affaire Innocent Zéro, l'examen aura lieu plus tôt que prévu cette année. Mais c'est tout bénéfice pour eux. Selon les plans actuels, ils pourront passer l'examen de sélection à coup sûr s'ils le réussissent. Il ne restera plus que l'entretien final. Mash lui dit qu'il sait qu'il ne peut pas utiliser la magie. Lance lui répond qu'il le fait pour sa sœur. Ils arrivent alors dans un magasin où l'on vend toutes les baguettes magiques que l'on peut demander ou imaginer. Lorsqu'ils entrent dans ce magasin, ils constatent qu'il est rempli de baguettes magiques. Alors cet homme les salue quand il les voit. Il sait qu'ils sont des élèves de l'Easton Academy. Mash et Dot, son ami, regardent toutes les baguettes magiques devant eux. Ensuite, Finn se tient au milieu du cercle. Il veut changer de baguette magique, alors il utilise son pouvoir et la baguette appropriée vient à lui. Mash ne comprend pas ce qui s'est passé, alors Finn lui dit que son pouvoir magique invoque la baguette magique qui lui convient. De plus, la baguette est un outil qui lui permet de libérer son pouvoir magique, c'est une extension du corps des utilisateurs de magie, en fait. Le vieil homme a dit que c'était une extension du corps des utilisateurs de magie. Et les baguettes appropriées peuvent grandement améliorer votre magie. Finn lui dit, je pense que mon pouvoir magique a augmenté grâce à mes semestres d'études. Grâce à mes baguettes. Le vieil homme répond, c'est pourquoi vous devez mesurer votre magie périodiquement. Lance essaie également d'utiliser sa magie pour choisir la baguette appropriée. Le vieil homme lui conseille de choisir une baguette qui correspond à sa nature actuelle. La baguette est ensuite remise à Lance.
Le vieil homme dit, c'est incroyable. Même parmi les baguettes Dual Line, cet outil n'a pas son pareil. Le vieil homme s'adresse à Mash et lui demande, ne mesurez-vous pas votre magie? Finn se dit que Mash n'a pas de pouvoir magique et qu'aucune baguette n'interagira avec lui. Mais il est surpris lorsque Mash répond, oui, je vais la mesurer. Mash essaie de la mesurer, mais il frappe la baguette sur le sol et demande, qu'est-ce que cette baguette? Le vieil homme répond, cette baguette se trouve dans le magasin depuis des temps immémoriaux. Elle est très lourde et personne ne peut la porter. La rumeur veut que les eaux des mille coulent en dessous et que les plus grandes baguettes magiques soient fabriquées à partir d'elle. Mais c'est un mythe que ni la puissance ni la magie n'ont pu déplacer depuis un millénaire. Dot et Finn sont choqués, et Dot parle au vieil homme en lui disant que c'est très mal de dire cela. Mais le vieil homme ne comprend pas. Lorsque Mash s'approche de la baguette, le vieil homme lui demande ce qu'il fait. On voit alors Mash retirer la baguette du sol, et beaucoup d'eau sort de dessous. Mash lui dit, je vais prendre cette baguette. Le vieil homme est choqué par ce qu'il a fait. Ensuite, la scène se déplace à l'extérieur du magasin, où Lemon et le commandant leur expliquent que le travail de Lemon a duré plus longtemps que prévu. Ils sortent ensuite et passent un bon moment ensemble. Mash leur dit que c'était amusant. Je ne suis jamais sorti avec des amis avant, alors recommençons plus tard. Après quelques jours à l'académie, Mash joue avec Lance. Lance lui dit, je suis prêt pour l'examen de sélection. Mash répond, il est temps. Je me souviens des paroles de Vin. Vas-tu visiter ta ville natale maintenant ou attendre la fin de l'examen de sélection? Puis Mash dit, je pense que je vais retourner dans ma ville natale. Finn est surpris que Mash ait changé d'avis. La scène passe ensuite à Orte, qui dit que son homologue Wahlberg semble délirer. Il n'est plus en mesure de prendre des décisions rationnelles à l'égard de ceux qui détiennent le pouvoir. Il est de sa responsabilité d'arrêter les troubles avant qu'ils ne parviennent à un accord. Il doit donc faire quelque chose. Il tient à ce que Wahlberg ne puisse pas participer à l'examen de sélection. Le mois idéal de la résidence d'Orca et Margaret. C'est alors que cet homme prend la parole, disant qu'il est inhabituel pour lui de demander une faveur. Il sait qu'il ne suit pas le rythme des autres. Une seule chose l'intéresse, c'est l'excitation. Le monarque du ciel Orte lui dit alors que Mash a surpassé le membre idéal Lan et Abel. Margaret lui dit qu'Abel le chasseur de pièces n'est pas mauvais, mais que la collecte de pièces ne mesure pas la force d'une personne. Soudain, le monarque du ciel Orte lui dit que Mash a fait tout cela sans magie. Margaret Macaron est choquée et laisse tomber sa nourriture sur la table. Il est extrêmement effrayé et horrifié. Il se précipite alors et commence à jouer des morceaux et des mélodies au piano pour le soulager de la peur qui l'a envahi. D'autre part, Mash se rend dans sa maison pour rendre visite à son grand-père et à son père. Il ne leur a pas rendu visite depuis très longtemps. Nous voyons son grand-père très heureux qu'il soit revenu lui rendre visite. Son père lui demande ensuite s'il se débrouille bien dans cette académie. Mash répond par l'affirmative, très facilement. À ce moment-là, ses amis entrent dans sa maison. Ils sont très heureux, et son grand-père en est surpris car il n'imaginait pas que Mash aurait des amis. Sous l'effet de l'intensité de l'influence, il se met à pleurer abondamment. Il ne s'attendait pas à ce que Mash se fasse des amis parce qu'il ne pouvait pas le révéler au monde extérieur. Et il n'avait pas imaginé qu'un tel jour viendrait. Ses amis disent à son grand-père et à son père que nous ne sommes pas liés superficiellement par l'amitié. Et nous sommes plus que des amis, nous sommes tous des frères. Lemon s'avance alors et dit, mon oncle, je suis très heureuse de vous rencontrer. Envoyez mes salutations au futur, car je suis la future femme de Mash. Le grand-père est choqué d'apprendre qu'il a une fiancée. Lemon lui dit que nous ne nous sommes pas encore tenus la main, alors laissez votre cœur se rassurer. Puis il dit, rassurez-vous, s'il vous plaît. Mash travaille bien à l'école. Ensuite, Doc s'avance et offre au grand-père une tisane. Il en est très satisfait. Ensuite, Lance lui offre également un cadeau, des objets de collection avec la photo de sa petite sœur. Ensuite, Mash commence à courir, à jouer et à s'amuser avec ses amis, et ils sont tous très heureux. Son grand-père est heureux qu'ils soient amis et qu'ils s'aiment. Le grand-père dit alors à Finn, tu as dû traverser une période difficile. Finn répond, pas de problème. Le grand-père est triste et dit, je n'ai jamais pu laisser Mash sortir jusqu'à maintenant, et je n'ai jamais imaginé qu'il serait entouré d'amis extraordinaires. J'espère que votre amitié durera toujours. Finn lui répond, je suis sûr qu'elle durera toujours. D'autre part, nous voyons le serviteur du monarque du ciel en route avec d'autres pour tuer Mash. Il espère que personne ne lui coupera la route. Soudain, de nombreuses épées lui tombent dessus depuis le ciel, mais il parvient à les éviter. Le serviteur du monarque du ciel lui apparaît alors et lui demande d'un ton moqueur, êtes-vous le garde du corps personnel de Mash? Ren répond, je passais par hasard, et j'ai entendu son rire effrayant. Ce méchant peut-il tuer Ren et atteindre son but, qui est de tuer Mash? Il y a quelques années, lors d'un concours organisé pour les élèves âgés de 13 à 15 ans de la section collège, un utilisateur de magie en solitaire a réussi à vaincre tous ses concurrents. Il n'était alors qu'au printemps et s'appelait Margary Macaron. Il était le futur membre idéal de la résidence Orca. De retour dans le présent, nous voyons Macaron devant Am qui brandit son épée. Macaron informe Am qu'il n'affrontera pas seulement Mash, mais qu'il se visera lui-même. Il s'agit là d'une déclaration ludique de Macaron.
Il utilise ensuite sa magie, invoque un piano et s'assoit dessus pour jouer. Lorsqu'il a fini de jouer, il regarde le ciel et dit « l'hiver fatigué ». Pendant ce temps, Ham se parle à lui-même, se demandant ce qui se passe. Makaran lui explique que tous les puissants utilisateurs de magie n'ont pas pour objectif de devenir un ciel éclairé, car ce n'est finalement qu'un titre. Par rapport à ceux qui recherchent le pouvoir pour d'autres raisons, Ham n'occupe qu'une position superficielle. Ham et Makaran se préparent à s'affronter. Ham utilise sa magie, invoque plusieurs épées autour de lui et les lance sur Makaran. Makaran répond en utilisant sa magie pour faire exploser les épées. La scène se déplace ensuite vers Mash et ses amis à la maison, assis par terre devant un jeu de société. Dot lance les dés et obtient le nombre 67, mais il perd, affirmant que le jeu est mauvais. Lemon joue ensuite, lance les dés, obtient 25 mais perd également. Lance les informe que ce jeu est dangereux car il prédit leur avenir. C'est maintenant au tour de Mash de jouer, et il lance les dés, révélant le nombre 98. Il indique qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il sera exécuté. Pour conclure le jeu, Margaret lui demande alors de ne pas attaquer s'il tient à sa sécurité, car tout ce qui se trouve dans son corps exploserait s'il quittait sa position. Elle lui a parlé d'art, d'amour, de sport et de drogue, affirmant qu'aucune de ces choses n'était nécessaire à une vie normale. Tout cela, explique-t-elle, parce que l'ennui est mortel et qu'ils vivent pour le frisson. Cependant, Ren est extrêmement permissif et se mêle des affaires des autres. Elle s'est alors adressée à lui d'une manière étrange, déclarant qu'elle ne pouvait pas imaginer comment quelqu'un comme lui pouvait lui parler. S'il est vraiment fort, il devrait lui faire dire à Mash. Ren répondit en lui disant que Mash est trop audacieux au point de vouloir devenir un ciel éclairé sans magie, avec l'intention de remodeler leur vision du monde. La scène se déplace ensuite dans le bureau du directeur de l'académie, où son assistante l'informe que Margaret affronte Ren et qu'elle ne pourra pas le vaincre, et qu'il n'en sortira pas indemne. Le directeur de l'académie répond que Ren est toujours isolé, mais qu'il se soucie toujours des autres. L'assistant pose ensuite des questions sur les marques, et il explique que le nombre de marques augmente en fonction de la force magique absolue. L'académie compte beaucoup de doubles marques, mais très peu de triples marques. Si 2 marques signifient que la magie elle-même reconnaît le talent de la personne, les 3 marques sont choisies par les puissants dirigeants. Le plus jeune détenteur de 3 marques est Ren Ham. Revenant à Ren, il dit que leur vision de ce monde a changé de manière significative et qu'il veillera à ce que l'audacieux garçon atteigne le maximum de ce qu'il peut faire. Retour ensuite à Mash et ses amis jouant au jeu de société. À son tour, Mash découvre qu'il se trouve sur une case qui indique qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il risque d'être exécuté. Troublé, il sort respirer un peu d'air frais et ses amis remarquent que Mash agit calmement, alors qu'il doit être extrêmement tendu plus qu'il n'a rien fait de mal. Mash se précipite dans la forêt, voulant déguster seul le délicieux gâteau. Mais il se retourne soudain et aperçoit Margaret et Ren, qui souhaitent les voir s'entretuer. Ren explique alors que quelqu'un qui a 3 lignes doit chanter pour utiliser la magie, sachant que c'est Olor Madel qui a demandé à Mash de le faire. Il n'est pas dans sa nature de se préoccuper des questions scolaires, il s'agit donc d'un stratagème d'Olor Madel. Margaret ne comprend pas ce qu'il dit et Ren précise que Mash ne pourra pas utiliser la magie. Cependant, dans ce monde, l'absence de magie signifie que l'on n'a pas de droits humains. Mash, qui en veut à ceux qui peuvent utiliser la magie, regrette sa naissance, déteste tout le monde et se bat contre son destin. Margaret trouve les paroles de Ren percutantes, mais remarque que Mash s'en moque complètement. Le garçon se parle ensuite à lui-même, gardant son assurance malgré un ciel éclairé de 3 lignes. Il distribue sa charge de travail aux habitants, déclarant qu'il n'est pas intéressé par le fait de devenir un ciel éclairé. Il prend nonchalamment 10 pièces d'or à ses camarades de classe et mentionne que les gémissements cesseront une fois que le chant du contresort aura été récité. C'est la preuve du talent de Margaret Makaran. Margaret fait alors appel à la magie, invoquant les sons d'un orchestre, disant à Ren qu'il est maintenant obligé de réciter le contresort. La scène se déplace ensuite vers le directeur de l'académie, où le garçon parle de ce qui distingue une personne ayant 3 lignes d'une personne en ayant 2. Les gens répondent que les lignes représentent les élus capables de libérer un plus grand pouvoir que ceux qui ont 2 lignes. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Leurs capacités peuvent révéler la véritable forme de la baguette magique. Le garçon est étonné d'apprendre que la baguette magique a une forme réelle. La vieille femme le confirme, affirmant que la magie est effectivement cruciale. Nous retrouvons ensuite Margaret avec Ren, qui l'attaque en utilisant sa magie. Margaret est stupéfaite de voir les sons des gémissements disparaître sans qu'elle ait fait quoi que ce soit. Margaret est très effrayée par le pouvoir de Ren. Ren utilise alors sa force pour la frapper à nouveau, et la vaincre cette fois. Mash apparaît et dit à Ren, « Je ne sais pas si je dois te remercier ou non. » Ren répond, « Tu n'as pas à me remercier. Vous êtes sur le point de passer l'examen de sélection, mais je ne suis pas doué pour encourager les gens. Je vais te dire une chose, tu te lances dans un défi que ce monde n'a jamais connu auparavant. Ton échec n'apportera rien de bon, alors je veux que tu réussisses et que tu donnes un sens à ton défi. » Nous voyons ensuite Margaret porter ses amis en leur disant qu'ils sont trop paresseux. C'est le propriétaire des 3 lignes, le puissant qui augmente le niveau de puissance magique de base.
Même les sorts simples de la deuxième classe sont efficaces. Margaret peut essayer son sort de deuxième classe, mais elle privilégie la sécurité de ses amis. Le garçon se réveille et s'excuse, mais Margaret dit qu'il n'y a pas de raison de s'excuser et que la leçon se trouve à la fin. La scène se déplace ensuite à l'académie, où Finn a très peur, ainsi que ses amis, à cause de l'examen de sélection. Incapable de faire quoi que ce soit, Mash parle à son grand-père, et ses amis l'informent que tout le monde a découvert qu'il ne pouvait pas utiliser la magie, et qu'il sera condamné s'il ne répond pas à leurs exigences. Le grand-père s'excuse en disant qu'il aurait aimé pouvoir lui donner une vie normale et confortable. Il a essayé de cacher la vérité jusqu'à la fin. Mash lui dit que malgré tout, il est très heureux. Il est reconnaissant de pouvoir bénéficier d'un soutien constant pour aller à l'école, même pour une courte période. Il est également reconnaissant d'avoir des amis et de déguster de nombreux choux à la crème. Il est donc très heureux et remercie son grand-père. Le grand-père est ravi d'entendre ces mots de son petit-fils et lui dit de rentrer sain et sauf. D'autre part, nous apprenons que le chemin vers le titre de ciel éclairé est divisé en 3 étapes principales. La première étape est l'acquisition des points d'or, la deuxième est l'examen de sélection des candidats au titre de ciel illuminé et la troisième est l'examen de sélection finale. Pour passer à la deuxième étape, il faut obtenir au moins 5 points d'or. Cependant, en raison de l'intervention de l'Innocent Zéro, l'examen a été reporté. Pour se qualifier, il ne faut plus que 3 points d'or. Les participants à l'examen de sélection de cette année pour les candidats du ciel éclairé commencent leur test. Margaret participe à l'examen, tandis que Mash, muni de 7 pièces d'or, se rend lui aussi dans l'arène. Cependant, un jeune homme lui barre la route, affirmant que les êtres comme Mash, qui défient l'ordre de l'existence, ne seront jamais reconnus par ce monde. Mash dévoile ses muscles puissants, encouragé par l'épreuve à venir. Alors que Mash entre dans l'arène, les gens commentent son incapacité à utiliser la magie, affirmant que sa participation à l'examen de sélection est sans précédent. Certains affirment que ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme lui et l'invitent à rentrer chez lui. Malgré les commentaires négatifs, les amis de Mash croient en lui, pensent qu'il est apte à passer l'examen et l'encouragent. La vie entière de Mash dépend des résultats de cet examen. Finalement, les 12 candidats des 3 résidences se retrouvent dans l'arène de test. Le commentateur annonce que la meilleure façon de procéder est de passer par un match de survie, et ils ont préparé un examen de qualification appelé le serviteur de la chasse aux morts. La clé de la survie est cachée quelque part dans l'état, et l'objectif est de s'échapper. Cependant, la clé se trouve dans la vessie d'air d'une créature ressemblant à une méduse, la méduse fantôme. Les participants doivent utiliser la magie pour la gonfler comme un ballon. Mash déclare que cela semble extrêmement difficile. Le commentateur explique ensuite que 3 des serviteurs de la mort les poursuivront tout au long de l'épreuve. Les paroles inquiétantes du commentateur suscitent la peur chez les participants. L'épreuve de qualification pour le deuxième examen de candidat à l'illumination du ciel, connu sous le nom de chasse aux serviteurs des morts, commence. Les participants doivent trouver une clé cachée dans un théâtre et s'échapper en utilisant la magie pour la faire exploser comme un ballon. Ils sont constamment poursuivis par 3 serviteurs des morts. La ronde commence, et l'organisation du tournoi les informe qu'ils doivent passer cette étape pour accéder à l'examen proprement dit. Des miroirs montrent tout au public et la tricherie est déconseillée. Le match commence et la porte apparaît. Tous les héros se retrouvent dans un monde sombre et commencent à relever le défi. Le public observe à travers les miroirs. L'un des concurrents parle tout seul, exprimant le désir d'obtenir la clé. Soudain, un monstre serviteur des morts apparaît devant lui. Lorsqu'il utilise la magie contre lui, il s'avère que les serviteurs sont immunisés contre la magie. L'organisation prévient que le fait de toucher l'une des épées des serviteurs entraîne une perte immédiate et une douleur atroce au moment de quitter la scène. Un candidat quitte la scène et l'organisation informe le public qu'il ne reste plus que 11 candidats. Nous voyons ensuite Dot, qui a l'intention de continuer à échapper aux domestiques et à chercher la clé. Lance commente l'absence d'indices sur l'emplacement de la clé, jugeant le test absurde mais se demandant s'il n'y a pas une stratégie cachée. Il se demande s'ils ne sont pas observés pour voir comment ils utilisent la magie et échappent à leurs ennemis. Soudain, l'organisation souligne que les serviteurs des morts sont totalement immunisés contre la magie et que la force individuelle pourrait ne pas suffire à les vaincre. L'option du retrait est considérée comme une tactique valable, mettant à l'épreuve l'ingéniosité des candidats dans des situations difficiles. Nous voyons ensuite Dot exprimer son mépris pour un tel acte, mentionnant qu'il doit y avoir des intentions cachées dans cette école. Un membre du public prend la parole, notant qu'un candidat a abandonné il y a quelques instants, ce qui indique la faiblesse apparente des candidats cette année-là par rapport à l'année précédente, qui a vu Ren, un concurrent incomparable. La scène passe à Mash, qui porte un coup puissant à l'un des serviteurs des morts, laissant tout le monde bouche bée en l'observant à travers les miroirs. Mash réussit à vaincre un serviteur d'un seul coup. Il se parle ensuite à lui-même, réalisant qu'il doit rapidement trouver la clé. Soudain, le serviteur se relève et les organisateurs de l'événement informent le public que les serviteurs des morts sont des êtres spectraux qui guérissent rapidement de tout dommage. Mash décide de ne plus s'en préoccuper et le serviteur le poursuit. De façon inattendue,
Mash utilise sa capacité de transformation pour rétrécir et échapper aux serviteurs. Un autre concurrent apparaît devant Mash, révélant que les serviteurs des morts ont une faible vue mais sont très sensibles au son. En utilisant la magie, il rétablit les deux corps à la normale et remercie Mash pour son aide. L'ami de Mash suggère de former une alliance pour passer l'examen ensemble. Mash est surpris par cette proposition. La scène revient à Mash et son ami, où Mash est informé de l'emplacement probable de la clé dans une zone gardée par les serviteurs des morts. Son ami pointe l'index, exprimant sa confiance dans le fait que, bien qu'il s'agisse d'un examen, ils seront probablement observés pour leur capacité dans des situations exigeant des réponses rapides. Cependant, ils auraient dû concevoir le terrain de manière à ce qu'ils puissent déduire logiquement la réponse. Dans ces moments-là, nous voyons Mash complètement perdu. L'autre candidat lui demande ce qui ne va pas, en plaisantant et en lui demandant s'il s'est évanoui. Mash se réveille et lui dit qu'il n'a rien compris. Il a du mal à comprendre. L'autre candidat lui explique en termes plus simples qu'ils vont traquer les serviteurs des morts. La scène passe ensuite à Ram, caché derrière un mur, tremblant de peur tandis que le monstre se déplace et surveille la zone. L'attention se porte ensuite sur Dot, qui, frustré, se demande où se trouve exactement la clé. Soudain, le monstre surgit rapidement et poursuit Dot, qui s'enfuit précipitamment. Ensuite, nous voyons Mash et son ami se faufiler derrière le monstre. L'ami demande à Mash de ne pas faire de bruit. Mash trébuche sur de petites pierres mais évite miraculeusement de tomber, ressemblant à Michael Jackson dans son célèbre mouvement de danse. Heureusement, ils échappent à l'attention du monstre. Ils escaladent une grande structure en forme de boule, et l'homme accompagné de Mash en déduit que la clé se trouve au centre de la zone où se déplace le serviteur des morts. Il se demande s'il faut le faire exploser, et lorsque Mash décide de le faire exploser, son ami lui conseille d'attendre. Cependant, Mash ignore le conseil et touche l'objet. Dot donne l'alerte et les monstres se lancent à leur poursuite. Ils parviennent enfin à s'échapper et à reprendre leur souffle. L'ami s'interroge sur la bêtise de Mash et lui demande pourquoi il a fait cela. Mash s'excuse et l'ami lui explique l'énigme. Gonfler l'objet produit un son qui attire les serviteurs des morts, comme les alarmes qu'ils ont entendues plus tôt. Comme la magie peut modifier la taille des objets, le problème est de savoir comment le remplir d'air. L'ami de Mash réfléchit à l'idée sous le regard de Mash. Son ami utilise la magie pour agrandir le ballon, laissant les spectateurs stupéfaits. Les gens se demandent si cet homme est devenu fou et ce qu'il compte faire pour rendre l'explosion plus difficile. Le présentateur les informe que le simple fait de toucher le ballon de l'intérieur produit un son, ce qui rend toute infiltration impossible. On voit alors Mash marcher étrangement, comme s'il était en train de danser. Le public est stupéfait par ce qu'il voit. Mash exécute rapidement un mouvement d'hélicoptère, laissant les visages des spectateurs perplexes, car il semble impossible pour une personne ordinaire de faire des choses aussi extraordinaires. On voit ensuite Mash tourner rapidement pour générer un fort courant d'air, gonflant le ballon sans le toucher pour ne pas déclencher les alarmes. En effet, le ballon prend de l'ampleur et finit par éclater, laissant tout le monde pantois. Enfin, ils parviennent à obtenir la clé. À ce moment-là, le monstre réapparaît et les poursuit rapidement, mais il s'échappe comme d'habitude. La scène passe à un autre candidat qui met en œuvre la même idée mais utilise la magie pour gonfler le ballon jusqu'à ce qu'il explose, laissant ensuite tomber la clé. À ce stade, tout le monde a acquis une clé, à l'exception de Vin. Dot s'approche de lui pour essayer de lui parler, mais il se cache derrière un mur, terrifié par les monstres de la région. Dot le calme et l'informe qu'il a obtenu la clé. Dot lui propose de l'aider, voyant sa peur extrême. Vin révèle alors qu'il saigne abondamment. Mash, accompagné de son ami Sampé, parle de son succès dans l'acquisition de la clé grâce à la danse unique de Mash. Cependant, ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Mash insiste pour que Sampé prenne la clé, car c'est lui qui en a eu l'idée. Sampé reconnaît que Mash est une personne très gentille, mais insiste pour qu'il prenne la clé, car c'est son droit puisqu'ils l'ont obtenu grâce à son idée. Il lui dit qu'il sortira par cette sortie et lui demande de se dépêcher car ils disent que le temps est un facteur important dans le classement. Mash essaie de lui parler, et Sampé lui dit que Ren l'a informé de tout, mais qu'il ne savait pas qu'il avait autant de cœur. Il a compris la méthode pour obtenir la clé, alors il s'occupera du reste lui-même. Après un moment de silence, Sampé dit qu'il essaie de jouer les durs, mais que sa fierté lui dit qu'il doit faire quelque chose pour les gens comme lui. Le jeune collègue doit préserver la fierté de son aîné. Mash le remercie et Sampé s'empresse de poursuivre la compétition. Alors que Mash s'en va, une autre personne s'approche de Sampé et le frappe à l'œil jusqu'à ce que le sang coule. Il s'agit de Carabaccio-Luo, de la ville d'Orca, et il est évident qu'un combat va s'engager entre eux. Nous passons ensuite à l'arène de combat, où l'annonceuse déclare que les qualifiés entrent maintenant, chacun portant sa clé. Tout le monde entre, et nous voyons Dot porter Vin sur son épaule, inconscient. Dot mentionne que les ballons explosifs et la magie étaient une bonne combinaison. Mash lui dit qu'il doit consulter un médecin car il est gravement blessé. Dot répond qu'il a obtenu la clé pour Vin. Lancelot parle ensuite à Mash, étonné d'apprendre qu'il a réussi à faire exploser le ballon sans utiliser la magie. Mash reconnaît que quelqu'un l'a aidé et a conçu un plan.
Il a essayé de donner la clé à cette personne, mais elle a refusé, peut-être pour une raison précise. Lancelot ne comprend pas ces paroles, et Mash lui demande de ne pas s'y attarder. L'annonceur déclare que seules 9 personnes peuvent passer à l'étape suivante. Soudain, Sampé émerge dans l'arène, couvert de sang, avec Carabaccio Luo derrière lui. Personne ne sait ce qui est arrivé à Sampé, et cet événement est considéré comme une déclaration de guerre. Carabaccio Luo écrase le crâne de Sampé, déclarant qu'il n'y a pas de place pour les faibles ici. Et Mash s'approche et interroge Carabaccio sur ses actions. S'il persiste, Mash l'arrêtera. Cependant, Carabaccio dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Dot mentionne que Carabaccio est l'un des meilleurs élèves de l'année, qu'il fait partie de l'élite. Nous voyons ensuite Carabaccio se jeter de l'eau sur le visage, se moquant des faibles pour qu'ils restent silencieux. Mash l'ignore et prépare une boisson musclée, affirmant que la purée de haricots facilite l'absorption des protéines. Dot est stupéfait par les actions de Mash, qui prépare un shake protéiné en utilisant l'eau qu'on allait lui verser sur la tête. Puis Mash s'adresse à Carabaccio, exprimant sa difficulté à le comprendre et se demandant pourquoi il traite les gens de faibles alors qu'il n'a rencontré personne de plus fort que lui. Il affirme que la force varie d'une personne à l'autre, ce qui provoque l'agitation de Carabaccio. La secrétaire intervient, furieuse, et les exhorte à garder le combat pour l'examen. Passant à l'étape suivante, l'enseignant présente l'examen suivant, en montrant des figures holographiques dans le ciel. Chaque équipe sera colorée en fonction de la figure d'où elle émerge. Elle explique qu'il s'agit d'un combat d'équipe avec 3 membres par équipe. Chaque membre recevra un cristal et devra briser les cristaux des autres équipes. Une équipe est éliminée lorsque tous ces cristaux sont brisés. Cependant, Mash semble confus et Dot, frustré, crie à l'enseignante, affirmant que son explication est trop compliquée et que Mash ne peut pas comprendre des informations aussi complexes. Le professeur simplifie en disant qu'il faut casser les cristaux de l'autre équipe, mais Dot trouve toujours que c'est trop difficile. Qui fait partie d'une autre équipe, demande ce qu'il doit faire. Le professeur leur remet les cristaux, en leur recommandant de les manipuler avec précaution car ils détermineront les résultats de l'examen. Se demande ce que Lancelot fera dans une autre équipe. Le professeur distribue les cristaux en expliquant leur signification. Elle insiste sur le fait que briser tous les cristaux signifie l'élimination. Laissant Mash et Dot sous le choc puisqu'ils n'ont qu'un seul cristal, Fiat s'inquiète de leur situation, mais Dot le rassure en lui disant qu'ils protégeront son cristal. Le professeur annonce le début de l'examen. La scène se déroule dans une grotte où le professeur les informe que des candidats vont se répandre sur la scène et que chaque équipe doit protéger son cristal jusqu'à la fin. Seuls, se demandent pourquoi ils ne peuvent pas rester ensemble, se sentant isolés. Les éliminatoires de l'examen du candidat du ciel éclairé, connu sous le nom de cristal de vie, ont commencé. Chaque équipe est composée de 3 joueurs dont l'objectif est de briser les cristaux des équipes rivales. Mash et son équipe parviendront-ils à remporter cette épreuve, d'autant plus qu'ils devront faire face à une personne qui n'est pas affectée par les coups, quelle que soit leur puissance? Suivez-nous pour le savoir. Il est intéressant de noter que les équipes ont été séparées et que chaque membre essaie de retrouver ses coéquipiers. Mash dit avec insistance, « Je dois retrouver le plus vite possible », tandis que Dot est également anxieuse et les cherche activement. De l'autre côté, l'autre équipe, en particulier la fille aux cheveux bleus nommée Light, est persuadée qu'ils sont dans une mauvaise situation parce qu'ils ont été séparés. Nous voyons ensuite réfléchir à la situation, penser à Mash et Dot, et réaliser qu'ils n'ont plus de cristaux puisqu'ils sont tombés. Il ne leur reste plus que ce cristal, et ils doivent faire attention à ne pas le briser. À ce moment-là, rencontre un garçon aux cheveux roux nommé Carabaccio, qui a un couteau planté dans l'épaule. Carabaccio déplace le couteau de gauche à droite, ce qui fait s'évanouir d'horreur l'homme qui se trouve devant lui, faisant tomber le cristal. Carabaccio s'empresse alors de le briser, laissant stupéfait. Se rend compte que Carabaccio est impitoyable et sans pitié. Il réfléchit à la possibilité de s'échapper et de faire diversion, mais il décide de se cacher sur place, devenant comme un mur, sans bouger. Au bout de 10 minutes, il parvient à se fondre dans la masse, pensant qu'il est devenu comme le mur. Mais à sa grande surprise, Carabaccio est derrière lui et lui demande ce qu'il fait là. À ce moment-là, est très choqué, et Carabaccio lui dit qu'il est ridicule. Soudain, un oiseau géant apparaît derrière Carabaccio, ce qui rend encore plus craintif. Carabaccio menace de lécher les chaussures et les pieds de mais lui demande de le laisser partir une fois que l'oiseau aura disparu. Carabaccio demande « Êtes-vous Am ?» s'étonne que son interlocuteur connaisse son nom, mais Carabaccio l'informe qu'il le sait grâce au test de connaissance, car il est l'élève persévérant qui a réussi de justesse et avec beaucoup de difficultés. Se demande comment il est devenu célèbre, mais de la pire façon qui soit. Carabaccio poursuit son discours en se demandant ce que quelqu'un comme fait à Histon puisqu'il est un parfait raté. Il se demande si le frère de ne l'a pas forcé à participer, avant de le gronder et d'utiliser un langage inapproprié à son égard. Carabaccio exige ensuite le cristal que possède car il ne lui convient pas. Hurle de peur, intimidé par l'apparence terrifiante de Carabaccio. Il tient alors le cristal et se parle à lui-même, réalisant qu'il porte l'avenir de Mash.
Il sait qu'il doit prendre une décision, mais à ce moment-là, il se met à saigner de toutes les parties de son corps. Carabaccio demande à Fin ce qu'il a essayé de faire tout à l'heure, s'il a envisagé de ne pas lui donner le cristal. Fin, trop effrayé pour parler, est menacé de torture s'il ne lui remet pas le cristal immédiatement. Carabaccio désigne la personne allongée devant eux, indiquant qu'elle servira d'exemple à Fin. Cependant, Fin s'imagine qu'il va s'échapper. La scène passe ensuite à un autre candidat qui se promène dans l'aire de compétition. Il se parle à lui-même et reconnaît 3 étudiants exceptionnels dans l'examen, Mash, qui ne peut pas utiliser la magie, Lance Crown, le meilleur élève transféré, et Carabaccio, le premier élève persévérant. Cependant, il pense que Carabaccio lui ressemble beaucoup et qu'il n'a aucun intérêt à devenir un Enlightened Sky, car il pense qu'Orker Model lui a fait une offre comme il l'a fait avec lui. Carabaccio est considéré comme un garçon miraculé choisi par un personnel qui peut être considéré comme un trésor national. Il n'a pas encore atteint son apogée, comme un fruit non mûr, et il reste reconnaissant à ses parents de l'avoir mis au monde. Nous passons ensuite à la scène avec Fin et Carabaccio. Carabaccio dit à Fin qu'il obtiendra le cristal d'une manière ou d'une autre. Fin répond qu'il n'abandonne jamais et qu'il est déterminé à protéger le cristal. Au cours de cette confrontation, Carabaccio, qui voit là sa chance, sous-estime Fin à tel point qu'il n'a pas encore utilisé son bâton personnel, dans lequel il a pourtant toute confiance. Fin décide de profiter de la sous-estimation de Carabaccio et fait semblant d'utiliser sa magie. Cela surprend Carabaccio, qui se rend compte de la supercherie de Fin et se lance à sa poursuite. À ce moment, Fin utilise sa magie pour téléporter Carabaccio dans un endroit éloigné, laissant Carabaccio contempler l'endroit où il a écrasé le premier cristal. Cependant, l'élève qu'il a vaincu plus tôt n'est plus là, réalisant que Fin a utilisé la magie de téléportation. Carabaccio reconnaît que la décision de Fin de conserver sa magie jusqu'à maintenant était pour le surprendre. De temps en temps, on voit Fin courir vite, réussissant à distancer Carabaccio d'une marge significative. La décision de Fin de conserver sa magie personnelle jusqu'à la fin s'avère judicieuse. Soudain, Fin est blessé à la jambe, une blessure importante qui le fait souffrir, et il s'écroule sur le sol. Carabaccio s'approche par derrière, se moquant de lui et exprimant son espoir que Fin puisse faire plus. Il nargue Fin et exige le cristal immédiatement. Malgré la douleur, Fin refuse de le lui donner. Carabaccio sort alors son arme pour frapper Fin, le frappant à plusieurs reprises sur différentes parties de son corps. La scène macabre est affichée sur les écrans pour les quelques spectateurs, et Fin est en train de se faire rouer de coups. À ce moment-là, Fin se souvient que Mash l'a remercié d'avoir pour ami une personne aussi formidable que lui, malgré son échec constant. Fin hurle à Carabaccio, proclamant qu'il est prêt à tout pour ne pas abandonner son ami. Il tente d'utiliser son pouvoir, mais Carabaccio le surprend avec une frappe rapide, faisant tomber Fin au sol une fois de plus. Carabaccio dit alors à Fin que rien ne l'exaspère plus que les gens qui manquent et font des efforts en vain. Il informe Fin qu'il va lui montrer que tous ses efforts sont vains. Carabaccio lève son arme, utilisant une magie spécifique où il se frappe lui-même, mais les dégâts se répercutent sur la personne en face de lui. Nous le voyons placer le couteau contre son propre cou, avec l'intention de faire en sorte que l'impact se répercute sur Fin. Cependant, à ce moment-là, Mash arrive rapidement et écrase avec force la tête de Carabaccio contre le mur avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Mash s'adresse alors à Fin, l'assurant que ses efforts n'ont pas été vains et le remerciant pour ce qu'il a fait. Fin appelle Mash, mais ce dernier s'inquiète du sort de Vett et remarque qu'il est blessé au visage. Vett explique que son corps est immunisé contre la douleur et que son bâton exceptionnel lui permet de transférer les dégâts qu'il reçoit à son adversaire. Mash donne un coup de pied au garçon avec sa jambe, mais il ressent l'impact sur son propre visage. Vett révèle que toute la douleur qu'il endure est absorbée par le bâton. Le garçon se poignarde la jambe, ce qui fait que Mash ressent la douleur. Fin explique que le bâton active automatiquement l'immunité à la douleur lorsqu'il est choisi, une bénédiction de l'ancien bâton, le sceptre de Soljan. Depuis qu'il a ouvert les yeux sur ce monde, Vett n'a pas ressenti la moindre douleur. Le directeur de l'académie déclare qu'il n'existe que 13 bâtons anciens comme celui que Vett utilise. Il fait l'éloge des talents exceptionnels choisis cette année, reconnaissant la capacité unique de Vett. Le garçon s'adresse ensuite à Mash, exprimant son désir de ressentir la douleur. Mais Mash, qui vient d'un autre monde, est loin d'être capable d'infliger cette sensation. Le garçon décide de s'attaquer lui-même, en se poignardant pour ressentir une douleur que Mash ne peut éviter. Mash riposte, mais le garçon insiste sur le fait que toute attaque de sa part ne peut lui faire ressentir qu'un engourdissement. Mash continue d'attaquer le garçon à plusieurs reprises, mais tous les coups sont vains et se répercutent sur Mash. Le garçon explique que les capacités d'une personne déterminent son destin dès la naissance et que ce que fait Fin n'est que de l'autosatisfaction. Il qualifie Fin de raté de l'école préparatoire, se comparant toujours à son frère et incapable de protéger un seul cristal. Il qualifie Fin de faible, comptant toujours sur les autres pour le sauver. Vett insulte l'apparence de Moza, le traitant de très laid. Mash répond qu'il est sage d'abandonner quelque chose si l'on ne peut pas le faire et qu'il est important de s'évaluer objectivement.
Il conseille à Vette de réfléchir à sa position, déclarant que ses efforts peuvent sembler futiles et qu'il est peut-être laid, mais que se décourager face à quelqu'un qui lui fait peur n'est pas la bonne solution. Mash refuse de se laisser faire et défie Vette. Il lui assène de nombreux coups et assauts consécutifs, mais il s'avère inefficace contre le garçon résistant. Soudain, la statue du visage de Vette se fissure sous les coups répétés de Mash, et finalement, un coup la fait voler en éclats. Mash frappe fin d'un coup puissant, et à ce moment-là, la statue fissurée reflète toutes les attaques, frappant Mash à la place. Vette reconnaît que Mash est 1 million de fois plus fort que lui. Cependant, lorsqu'on prend conscience de sa force, peut-on s'opposer à lui comme Fin s'est opposé à Mash? Carabaccio est stupéfait par la puissance de Mash et par la résistance de son corps qui a enduré toutes ces attaques. Il rit et remarque que c'est la première fois que quelqu'un fait une fissure sur cette statue, reflétant toutes les attaques et ne lui faisant ressentir aucune douleur. Soudain, la statue évolue, grandit et devient plus résistante aux attaques. Sa défense se renforce, puis la statue lance un barrage d'aiguilles. Mash, avec une vitesse incroyable, évite habilement toutes les aiguilles. Cependant, le méchant garçon se pique lui-même avec des aiguilles, dans le but de faire souffrir Mash et de le neutraliser. Malgré la révélation choquante de l'existence de quelqu'un comme Mash, ce dernier esquive habilement toutes les aiguilles, laissant Carabaccio stupéfait. Mash sort alors une tige de fer de sa poche et l'étend avec force, la manipulant pour lui donner la forme d'une raquette de tennis d'une force inégalée. Le public, ainsi que le méchant personnage, est choqué par cette formidable puissance. Mash crée une balle à partir de la bobine qui se trouvait sur la statue et commence à la frapper sur le visage de la statue, comme s'il s'agissait d'un coup de tennis. Malgré l'assaut des aiguilles qui l'attaquent à nouveau, Mash les esquive habilement et parvient à frapper la balle dans le visage de la statue. Le public est abasourdi par ce pouvoir terrifiant et sans précédent. Mash poursuit ses attaques consécutives en utilisant la balle sur le visage de la statue, ce qui provoque l'apparition de nombreuses fissures. La statue semble souffrir des coups intenses de Mash. Puis Mash saute en l'air et donne un coup puissant avec la balle qui écrase complètement la statue, éliminant ainsi la seule arme et la seule défense de Carabaccio. Le méchant garçon, Carabaccio, est stupéfait de voir sa formidable statue vaincue. Mash, victorieux, s'approche de Carabaccio et déclare que s'il insiste pour comprendre la douleur, il lui apprendra. Mash assène un coup puissant à la tête de Carabaccio à l'aide d'une raquette métallique, faisant tomber le garçon au sol, saignant abondamment. Pendant ce temps, le public est en admiration devant la force incroyable de Mash, ayant du mal à croire ce qu'il a vu. Le chef de l'académie se félicite de cette victoire décisive sur un utilisateur du pouvoir de leur sang. De retour à Mash, il s'excuse auprès de Fin, reconnaissant son erreur. La scène montre un triomphe retentissant sur Carabaccio, le serviteur élu de leur Solgan, qui a été vaincu par une raquette de tennis. Le directeur de l'académie salue la victoire de Mash sur un utilisateur de Solgan, reconnaissant l'exploit remarquable. À ce moment-là, Mash exprime une gratitude inattendue à Fin, reconnaissant qu'il cause souvent des ennuis aux autres, mais qu'il peut toujours être avec tout le monde. Il remercie Fin d'être son ami et affirme que c'est grâce à lui qu'il peut continuer à être avec tout le monde. Passant à Carabaccio, qui est toujours allongé sur le sol avec une douleur intense et des saignements, il réfléchit à l'agonie, la décrivant comme atroce, surtout à chaque battement de cœur et à chaque goutte de sang. Il se souvient du moment où il a tenté de blesser Fin avec un couteau sur son propre cou, se rendant compte de la douleur intense et se demandant s'il vaut la peine d'endurer une telle agonie pour une autre personne. Carabaccio se souvient des paroles de Mash sur le fait de l'affronter malgré la douleur. Il reconnaît la différence évidente et la défaite qu'il a subie. Mash assiste son adversaire vaincu, l'aide à se relever et le soutient sur son épaule pour continuer l'épreuve ensemble. À ce moment-là, Carabaccio avoue que le contraste est clair, admettant la victoire de Mash sur une défaite envers. L'acte de Mash d'aider Carabaccio à se relever est un exemple de véritable amitié. Cet épisode commence avec Macaran qui se bat avec ses amis en utilisant un pouvoir musical spécial. Face à ses amis, il peut discerner la nature de leur pouvoir grâce à la fusion de leur aura et de leur tonalité dans son esprit. Il se rend compte qu'ils appartiennent au deuxième niveau inférieur, ce qui lui permet de les vaincre facilement. Il les menace et leur ordonne de rendre leurs cristaux rapidement et de partir. Mais ils refusent et tentent de l'attaquer en utilisant leur pouvoir, mais en vain. Macaran utilise alors son immense pouvoir, semblable à la brillance du ciel, pour les vaincre. Il n'aurait jamais cru qu'il puisse y avoir quelqu'un d'aussi puissant que lui parmi les jeunes de leur âge. Finalement, les amis de Macaran gisent sur le sol, immobilisés, incapables de bouger la moindre partie de leur corps. Macaran s'empare de leurs cristaux et les brise avant de partir. L'épreuve se termine par la victoire de Mash, Ren, Lance et Dot, qui se qualifient pour l'étape finale sous les acclamations de la foule, y compris celle de Macaran et de ses amis. Cependant, l'atmosphère se calme soudainement et Mash sent que quelque chose ne va pas. Le directeur de l'académie contemple Mash, indiquant que son véritable test est sur le point de commencer. Macaran se tient derrière Mash, exprimant son impatience pour le prochain examen, ce qui amène Mash à se méfier du redoutable garçon.
Le directeur de l'académie reçoit la visite du responsable de la gestion des talents magiques, qui l'informe qu'il est difficile pour Mash de poursuivre la compétition face à quelqu'un comme Makaran. Si Ren est devenu illuminateur du ciel en 2e année, c'est uniquement parce que Makaran n'a pas participé à l'examen. Le responsable de la gestion des talents magiques examine soigneusement chaque candidat chaque année, et il pense que Margaret Makaran est la candidate la plus remarquable pour le poste d'illuminateur du ciel. Il se souvient que Makaran a remporté le concours il y a quelques années grâce à sa magie unique. Il n'apprécie pas le favoritisme du directeur à l'égard de Mash et soupçonne Makaran de posséder les qualités requises pour devenir un illuminateur du ciel, contrairement à Mash qui, selon lui, n'en a pas le potentiel. Il y a une grande différence entre eux, ce qui fait douter de la valeur de Mush par rapport à Makaran. Nous passons ensuite à Makaran et à son ami, qui semble en colère parce que Mash l'a mis dans l'embarras lors des éliminatoires. Il veut renverser Mash mais parle à Makaran en sachant que Mash ne pourra pas utiliser la magie. Il supplie Makaran de vaincre Mash en leur nom, puisqu'ils sont des utilisateurs de magie. Makaran ne répond pas et frappe son ami avec force, l'avertissant qu'il le tuera s'il ne reste pas silencieux. Un autre Midal apparaît alors soudainement, et Makaran lui dit que la même chose s'applique à lui. Uther accepte de se taire à condition de remplir sa mission, ce que Makaran accepte. Son ami réalise qu'il va devenir l'éclaireur du ciel. Plus tard, nous voyons Mash assis seul, réfléchissant à son manque d'entraînement. Tout a commencé lorsque son grand-père lui a demandé de faire ses exercices. D'abord contraignant, il a continué malgré ses réticences, soulevant progressivement plus de poids. Aujourd'hui, il peut dire fièrement qu'il soulève des poids parce qu'il tient un haltère, les humains ont des bras pour tenir les haltères et des jambes pour soulever des poids morts. Le monde qu'elle ne veut plus être un fardeau émotionnel. Peu à peu, elle a commencé à osciller entre bonheur et tristesse à chacun de ses mouvements. S'il y a une raison à sa présence continue en tant que fardeau émotionnel, Dot lui dit qu'il est assez bon pour être son partenaire. Elle répond que c'est impossible. Dot insiste sur le fait qu'il veut qu'elle le laisse faire d'une autre manière, mais elle refuse à nouveau, et Dot s'écrie « Tu m'as rejeté ». C'est alors que Mash prend la parole, disant qu'il est tard pour qu'ils boivent des protéines. Au cours de cette conversation, ils discutent du fait que fournir de la nourriture aux muscles est un excellent exercice. Pendant qu'ils discutent, le chef de l'administration des talents magiques apparaît, faisant l'éloge de Mash et de Veth sa présence. Le garçon poursuit en disant qu'il veut suivre les traces de Mash. Mash répond que c'est l'illuminé du ciel qu'il a déjà malmené. Veth demande ce que l'illuminé du ciel fait ici. Il leur dit qu'il veut jouer un petit jeu avec Mash. Ils ont un peu de temps avant le prochain tour. Mash répond que c'est impossible, il veut se reposer un peu. Le président les informe qu'il est le chef de l'administration des talents magiques et que quiconque rejoint la guilde magique est soumis à mon évaluation. Si je ne vous reconnais pas, vous ne pourrez pas devenir l'éclaireur du ciel. Je suis le chef des talents magiques, mais je ne peux rien faire. Mash dit que je vais le faire. Le président regrette que Mash ait joué sans but, il promet à Mash de réussir le test sans poser de questions s'il parvient à le vaincre. Mash demande à quoi joue un représentant, le président répond que c'est un simple jeu, et Dot s'étonne. Mash dit que cela me convient parfaitement, j'accepte votre défi. Mash bouge rapidement ses doigts comme des pétales de fleurs, et le président utilise sa magie pour créer un cercle autour de Mash. Le président explique qu'il s'agit d'une version légèrement modifiée du jeu, ils ne joueront pas à la pierre-papier-ciseaux. Au lieu de cela, le président pointera du doigt en premier, après avoir compté jusqu'à 3, si Mash reste dans le cercle et ne regarde pas dans la direction indiquée par le président, Veth se rend compte que Mash aura un avantage significatif en vertu de ses règles, il se demande ce que le président gagne. Le président poursuit en expliquant qu'il y aura 3 tours. Le président utilise alors sa magie et projette un rayon vers le visage de Mash, ce qui surprend Veth, qui s'exclame une attaque depuis le sol, ce n'est pas un jeu ordinaire après tout. Mash évite l'attaque et le président complimente son geste, déclarant que Mash gagne le premier round dès que le deuxième round commence. Le président explique que le deuxième tour a 2 directions. Veth conseille à Mash de regarder à gauche ou à droite, sinon il ne pourra pas l'éviter. Mash frappe le sol avec ses mains, redirigeant la magie vers une autre direction. Le président reconnaît la capacité de Mash à gérer de telles situations à main nue, trouvant cela intriguant. Puis il dégaine son épée, avertissant Mash que les flammes noires qui l'engloutissent brûlent tout ce qu'elle touche jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, rendant impossible de recevoir un coup comme auparavant. Veth dit à Mash que c'est extrêmement dangereux, mais le président déclare que c'est le dernier round. Mash doit faire face à des attaques venant de 3 directions et perdra s'il ne regarde pas vers le bas. Le président attaque, mais Mash esquive tous ses coups en gardant son regard vers le bas, restant à l'intérieur du cercle. Soudain, un oiseau pique du nez, prend le pain dans la poche de Mash et s'envole. Mash observe l'oiseau et perd parce qu'il a regardé à droite. Le voici, le chef de la guilde magique, qui informe Mash qu'il considère le défi comme un match nul, mais qu'à son niveau actuel, affronter Makaran risque d'être difficile. Il s'excuse pour le dérangement et s'en va. À ce moment-là, les amis de Mash expriment leur inquiétude, lui demandant ce qui ne va pas. Mash leur explique qu'il aurait été en danger si le président n'avait pas hésité un instant.
De plus, Macaron n'a lancé aucun sort de son côté. Nous voyons ensuite le chef de la guilde magique, qui déclare que Edbut a essayé de le frapper au front. Il a d'abord cru que c'était de la folie, mais ce qui le pousse à être aussi acharné, c'est de devenir l'éclaireur du ciel lumineux. Il déclare que rien n'a de valeur s'il meurt, mais que s'il est dans leur rang, il doit s'élever à leur niveau. Après un bref repos, c'est enfin lors du dernier examen, un combat à 1 contre 1. Les règles sont simples, vous gagnez si votre adversaire se rend ou perd conscience. Le match final entre Mash et Macaron commence. D'un autre côté, le directeur de l'académie remarque que même dans une histoire aussi prestigieuse, les talents de Margaret Macaron sont un phénomène rare. Il dit à Mash qu'il s'agit de sa plus grande épreuve. Pendant ce temps, l'adversaire de Macaron s'excuse auprès de Mash en lui disant qu'il ne pourra pas continuer. Il demande à Mash d'accomplir son destin et de le divertir. Mash rejette ces paroles comme étant absurdes et leur demande la permission avant de commencer le match. Étrangement, il sort un morceau de son propre pain, ayant besoin de refaire le plein de calories avant l'exercice. Il commence à tremper son repas dans la sauce tartare, et quand Ash lui dit qu'en mettant trop de sauce, il ne pourra plus goûter les crevettes frites, Macaron répond qu'il met les crevettes frites sur la sauce tartare, ce qui la rend très délicieuse. Mash pense que son adversaire est fou et qu'il s'agit d'un adversaire redoutable et insensé. Ses amis sont également surpris par ce comportement inattendu de l'adversaire, réalisant qu'il est à la fois fou et puissant. Le chef de la guilde magique nous informe qu'Uther a choisi Macaron pour sa fermeté. Il n'a rien fait entre la première attaque et cette compétition parce qu'il croit aux capacités de Macaron, ce qui indique que Macaron vaincra inévitablement Mash. Cela illustre la grande différence de compétences entre eux. Macaron sort alors son bâton magique et émet une formidable énergie magique qui étonne tout le monde. Les amis de Mash commentent que cette puissance égale celle de l'illuminé du ciel. Mash commence à attaquer son adversaire, mais il est soudain frappé par une sphère magique qu'il trouve extrêmement lourde, comme une boule de bowling. Ses amis croient en lui et sont persuadés que Mash pourra la maîtriser facilement. Cependant, Mash ne parvient pas à dévier la boule avec sa propre force, et celle-ci s'écrase contre le mur. L'adversaire pense que le match est terminé, mais soudain Mash n'est plus là et, sorti de nulle part, il saisit l'adversaire par l'épaule, lançant une puissante attaque qu'il envoie dans le ciel. Ils utilisent la magie de la colonne vertébrale pour le faire retomber avec un autre coup puissant, stupéfiant le public par l'incroyable puissance de Mash. Ils pensent que c'est un coup décisif contre Macaron. Les amis de Mash se demandent comment il a pu éviter cette attaque tout à l'heure. Alors qu'ils pensaient que Mash était entré en collision avec le mur, Ben répond que Mash courait en arrière pour échapper au sort plus vite que le sort lui-même avant de heurter le mur. Dot est ravi de cette révélation. Cependant, la surprise dans l'arène est que l'adversaire n'est pas du tout affecté, déclarant que ce n'est que le début et qu'il n'a pas encore été diverti. La question reste de savoir si Mash peut vaincre ce puissant adversaire et revendiquer le titre d'éclaireur du ciel. Macaron lance un coup magique en direction de Mash. Lorsque la boule magique s'approche de la main de Mash, il a l'impression qu'il s'agit d'une boule de bowling très lourde, et il prédit que Mash ne pourra pas renvoyer le coup et qu'il entrera en collision avec le mur. En effet, Mash heurte le mur et disparaît. Tout le monde se demande où il est, et soudain Mash surgit de derrière Macaron, l'attrape par le dos et le fait voler vers le haut. Il utilise ensuite la magie de la colonne vertébrale et fait tomber Macaron. Tout le monde est surpris de voir Macaron complètement indemne, et le superviseur de la bataille nous informe qu'avant de s'écraser, Macaron a créé un coussin sonore pour ne pas être blessé. Il se demande si quelqu'un critiquera Macaron pour avoir donné à un lancer le nom d'un enchantement magique. Nous voyons ensuite Macaron utiliser la baguette magique et jeter un sort à Mash, mais ce dernier l'évite. Macaron essaie à nouveau et lance plusieurs attaques sur Mash, mais Mash réussit à les esquiver toutes. Alors que Mash est sur le point de porter un coup puissant à Macaron, ce dernier se tourne vers lui et positionne sa baguette magique à proximité de Mash, ce qui surprend tout le monde car si Macaron utilisait sa magie si près de Mash, ce serait fatal. Cependant, la surprise vient du fait que Macaron n'a pas utilisé de magie. Il demande à Mash s'il protège quelque chose, ce à quoi Mash répond en sortant un morceau de pain, et Macaron lui dit que si Mash a quelque chose à protéger, ils ne peuvent pas se battre de toute leur force, lui demandant de mettre le pain de côté. La fille arrive alors et prend le pain à Mash. Nous voyons alors le public devenir de plus en plus nerveux au fur et à mesure que le match s'intensifie. Dot lui répond qu'il veut récupérer ses secondes perdues, en disant à Lance que Mash et Macaron n'ont pas encore montré leur croc et qu'ils se testent encore l'un l'autre. Nous voyons ensuite le directeur de l'académie et son assistant, qui nous disent que la magie secondaire de Macaron lui donnera l'avantage, mais que si les deux parties se battent de toute leur force, le match se terminera très vite. Nous revenons au combat entre Macaron et Mash, qui se préparent à se battre. Macaron commence à utiliser sa magie musicale, libérant des ondes sonores en direction de Mash. Lorsque Mash se prépare à bloquer l'attaque et frappe avec sa main, cela n'affecte rien et passe à travers Mash, faisant sortir du sang de son oreille. Macaron lui dit de ne pas sous-estimer ses enchantements, car ils sont quelque chose qu'un coup de poing ne peut pas abattre. Il utilise alors à nouveau sa magie musicale,
dirigeant de multiples coups avec des ondes sonores vers Mash, qui commence à saigner de la bouche et de l'oreille. Mash dit qu'il ne peut pas se défendre contre les attaques de Macaron. Macaron utilise alors l'orchestre sonore qui l'entoure, et nous voyons un halo de magie l'entourer ainsi que Mash. Des explosions jaillissent du sol et de nombreux instruments de musique apparaissent. Lorsque ces instruments commencent à produire une musique très forte, le sol commence à trembler et une explosion très intense se produit. Nous voyons les amis de Mash qui sont très inquiets pour lui. Puis nous voyons l'assistant du directeur de l'académie dire que Macaron est très puissant et qu'il n'avait pas besoin de ce combat pour mettre fin à ce duel. Soudain, Mash émerge du sol, attrape Macaron par la jambe et l'entraîne vers le bas, l'enterrant et ne laissant que sa tête à découvert. Mash sort et dit à Macaron qu'il est impossible pour lui d'avoir fait cela sans qu'il y ait eu de résistance. On voit alors Finn se parler à lui-même, disant qu'il a déjà vu cela avant que Macaron ne lance son sort. Mash s'est enfoncé dans le sol et s'est immergé lorsque les ondes sonores ont fluctué, sa vibration dans la terre a réduit son exposition aux obstacles. Il se demande si le fait de plonger sous terre a atténué le son. Nous revenons ensuite au combat entre Mash et Macaron, où Mash surprend tout le monde en utilisant la magie du muscle à 4 têtes, en donnant un coup de pied très puissant au visage de Macaron, l'envoyant voler, étonnant tout le monde par la force de Mash qui a mis Macaron à terre d'un seul coup, faisant de lui un héros extraordinaire. Mash saute alors d'un bond puissant et s'élance sur Macaron, le frappant avec une telle force que la poussière est partout, Mash le frappant comme une balle de mitrailleuse. Tous ses amis sont stupéfaits par la force de Mash, tandis que l'assistant réalisateur observe cette scène et remarque que Mash comprend tout, car il connaît bien la force de son adversaire. Mash saute alors en arrière, ce qui énerve Macaron, qui utilise alors la magie du son, faisant apparaître de nombreuses choses dans le ciel et apportant des changements radicaux à Macaron. À la fin, nous le voyons comme s'il était un enfant avec des cheveux. La transformation de Macaron par Mash sous cette forme montre son immense force et qu'il est un adversaire digne de ce nom, laissant tout le monde stupéfait par la transformation de Macaron. La scène passe ensuite à ce garçon, Ryo, assis et s'interrogeant sur l'issue du match, mais à ce moment-là, ce garçon aux cheveux orange entre et lui dit qu'il y a un problème. Il a entendu dire que l'innocent Zéro s'est à nouveau déplacé. Ryo se souvient de la scène où Mash était debout et où l'homme hanté disait que nous étions innocents Zéro et que ce garçon leur appartenait, faisant référence à Mash lors du retour à la réalité. Ryo dit qu'ils en ont après Mash et demande une sécurité immédiate. La scène revient ensuite sur le champ de bataille où Macaron s'approche de Mash et l'affecte avec des sons musicaux, ce qui fait trembler Mash et le fait tomber au sol, tandis que ses amis crient d'inquiétude. Voyant que Macaron devient incroyablement rapide, Mash tente de le frapper, mais Macaron l'évite. Mash le cherche à gauche et à droite, mais ne le trouve pas jusqu'à ce qu'il lève les yeux vers les tribunes et l'aperçoive. Macaron descend alors rapidement vers Mash et lui donne un violent coup de pied qui l'envoie au sol. Mash se relève du sol, réalisant que Macaron s'appuie désormais sur ses muscles, tout comme lui. Cependant, Macaron lui dit qu'il ne compte pas là-dessus. Macaron se déplace à une vitesse incroyable et continue de frapper Mash avec des coups puissants à chaque mouvement. Pendant ce temps, le président réfléchit à la magie de Macaron qui lui permet de se déplacer à travers le son, ce qui signifie qu'il se déplace à la vitesse du son, et qu'essayer de l'attraper sans magie nécessiterait de se déplacer plus vite que la vitesse du son. Puis nous voyons Macaron se déplacer et frapper Mash jusqu'à ce qu'il le jette au sol dans son dernier coup. Tout le monde est choqué par ce qui se passe lorsque l'attaque de Macaron touche Mash. Lorsqu'il entend après cela, nous voyons Mash placer sa main sur ce mur. Macaron utilise à nouveau la magie du son et attaque rapidement Mash, pensant l'avoir enfin atteint. Mais au moment de frapper, Mash réussit à s'échapper rapidement de cet endroit, stupéfiant tout le monde par son mouvement soudain. Mash apparaît derrière Macaron, faisant comprendre au président que Mash a utilisé les propriétés de transmission du son, car le son voyage plus vite dans les liquides que dans les gaz et encore plus vite dans les matériaux solides. Lorsque Mash a touché le mur, il a ressenti le son un peu plus vite que l'arrivée de l'attaque, mais ses extraordinaires réflexes naturels l'ont sauvé. Ensuite, Macaron tente d'utiliser le pouvoir du son, mais il est surpris par la présence de sauce tartare, et ne peut donc émettre aucun son. Lance se dit alors qu'il ne sait pas du tout comment les choses vont se passer à partir de maintenant, mais Macaron a sa magie secondaire, et il ne se sent jamais à l'aise s'il ne voit pas Macaron dans un moment de faiblesse. Macaron parle à Mash, le reconnaissant comme un adversaire digne de ce nom. Puis il utilise sa magie secondaire. Macaron utilise sa magie et étonne tout le monde. Mash demande ce que c'est. Macaron répond en disant que cela rendra toute personne qui l'entend impuissante, que c'est un clou de mort. Dans une minute, il émettra un son résonnant dans un rayon de 2 km. Le seul moyen de l'arrêter est de me prendre ma baguette magique. Vous devez m'attraper pendant que je me déplace à la vitesse du son dans un délai d'1 minute, sinon vous perdez. Finn remarque que Mash est incroyablement rapide. Dot dit qu'on ne devrait pas l'interroger puisqu'on est à moins de 2 km. Lance répond le seul point positif est qu'il est limité à l'arène, mais s'il fait face à un adversaire qui s'enfuit, il ne peut pas utiliser la même tactique que tout à l'heure, vous êtes dans une situation très difficile. Mash voit alors Macaron utiliser sa magie et se déplacer à une vitesse extrêmement rapide, hors de portée de Mash.
Macaron dit qu'il ne peut rien contre toi. Dot s'écrie que le temps passe. Macaron commence à compter le temps, et les amis de Mash sont très inquiets. Macaron dit qu'il vous reste moins de 10 secondes. Nous voyons alors Mash utiliser sa force, placer sa main sur le sol, la briser, et en sortir un gros rocher qu'il lance sur Macaron, et en effet, Mash utilise ses mains nues pour déraciner la terre afin de gêner Macaron. Puis Mash pénètre dans la barrière rocheuse qu'il a tirée du sol. Macaron réfléchit à ses possibilités de fuite, soit à droite, soit à gauche, réalisant que les réactions de Mash ne suffiront pas à l'affronter. Il se déplace vers la droite, imaginant qu'ils se sont suffisamment éloignés de Mash pour qu'ils ne puissent pas les atteindre sans un effort considérable. Soudain, Mash saisit fermement la cape de Macaron avec son seul petit doigt, puis le tire rapidement et le jette au sol, en prenant sa baguette et en la brisant. À ce moment-là, la cloche géante disparaît, indiquant que Mash a gagné la chasse au son et qu'il s'est rapproché du titre d'illuminateur du ciel. Macaron reconnaît sa défaite, étonné par les capacités de Mash sans utiliser la magie, et les amis de Mash versent des larmes de joie pour sa victoire et le fait d'avoir surmonté le plus grand obstacle qui se dressait devant lui. Tout le monde le félicite pour ce triomphe, et le directeur de l'académie rit de joie en commentant la défaite inattendue de Macaron sans avoir recours à la magie. Soudain, une force terrifiante secoue le sol, effrayant tout le monde. Soudain, le ciel se fend, et un grand dragon émerge, chevauché par ces individus. Il devient évident qu'Innocent Zéro est là, surprenant tout le monde par sa présence. Il utilise un sort magique pour geler tout ce qui l'entoure, le rendant incapable de bouger. Il descend ensuite vers Mash, qu'il cherche depuis longtemps. Il s'approche de lui et le touche, incapable de croire qu'il l'a retrouvé vivant, disant qu'il était désespéré de ne jamais pouvoir le récupérer, lui, son fils bien-aimé et la prunelle de ses yeux. Il entame un rituel magique pour réaliser la fusion dont il parle, mais soudain le directeur de l'académie apparaît et lui dit que je ne vous remettrai pas ce garçon. Zéro innocent, comme ça. Après avoir assisté au triomphe de Mash sur le puissant Macaron, Innocent Zéro devient jaloux de l'endroit et de ce que Mash appelait son fils et la prunelle de ses yeux. L'Innocent Zéro, prétendant que Mash est son fils, utilise sa magie pour arrêter le temps, gelant tout le monde, y compris notre héros, Mash. Innocent Zéro se tient alors devant Mash, révélant qu'il le cherche depuis longtemps. Plaçant sa main sur le visage de Mash, il exprime sa surprise de l'avoir enfin trouvé et suggère de combiner leurs pouvoirs pour une plus grande perfection. Alors qu'ils commencent à utiliser leur magie ensemble, le directeur de l'académie apparaît soudainement et informe Innocent Zéro qu'il ne peut pas exploiter Mash. Les élèves et le personnel de l'académie restent figés, et le directeur, en tant que superviseur de l'Est, interdit à Innocent Zéro d'interférer avec ses élèves. Il l'avertit qu'il ne l'autorisera pas à se mêler des affaires des étudiants, à moins qu'il ne veuille être condamné à mort. Innocent Zéro s'attendait à une telle réponse de la part du directeur, car il sait qu'il ne peut pas le défier lorsqu'il utilise sa magie d'arrêt du temps. Cependant, lorsque l'un des élèves d'Innocent Zéro s'apprête à attaquer Wahlberg, le directeur, Wahlberg, utilise sa magie sur l'élève, ce qui provoque un phénomène étrange. L'élève tremble de peur et obéit à l'ordre de Wahlberg de battre en retraite, le qualifiant de détestable. L'Innocent Zéro demande à Wahlberg de ne pas humilier ses alliés. Il interroge ensuite Wahlberg sur son objectif, et Wahlberg révèle qu'il cherche à devenir un être parfait et immortel. Lorsqu'on lui demande s'il est prêt à sacrifier la vie de nombreuses personnes pour atteindre ce but, l'Innocent Zéro rejette de telles actions comme étant triviales. Il se moque de l'idée de voler des pouvoirs magiques, de torturer et de tuer, affirmant que toute sa famille, y compris Mash, existe pour lui. Il affirme que Mash deviendra une lueur d'espoir pour le monde. Wahlberg rit et se moque des paroles d'Innocent Zéro, lui disant que s'il veut s'emparer de Mash, il doit d'abord le surpasser. Innocent utilise également sa magie et des bâtons magiques apparaissent pour chacun d'entre eux. Wahlberg invoque Uranus, tandis qu'Innocent fait appel à Chronos. Au début de l'affrontement, d'étranges monstres sortent du sol, surprenant Wahlberg. Innocent explique qu'il ne désire que son fils, Mash, et libère des créatures démoniaques, ce qui incite Wahlberg à utiliser sa magie pour arrêter le temps. Wahlberg s'adresse à la foule confuse, l'assurant qu'il s'expliquera plus tard. Il met au défi toute personne capable de vaincre les démons de le faire pendant qu'il s'occupe d'Innocent. Mash et ses amis lancent alors une attaque contre les monstres, chacun utilisant ses propres sorts pour vaincre certains démons. Kaldo, l'assistant de Wahlberg, s'approche des démons restants, déclarant qu'il est nécessaire de les tuer pour aider Wahlberg à vaincre Innocent. Il élimine tous les démons et exhorte tout le monde à soutenir Wahlberg dans sa lutte contre Innocent. Pendant ce temps, dans le ciel, Order apparaît pour sauver Kaldo d'une attaque surprise d'autres monstres. Order conseille à Kaldo d'aller aider Wahlberg. L'attention se porte à nouveau sur les étudiants qui luttent contre la vague apparemment sans fin de démons. Ils s'efforcent de résister à l'assaut jusqu'à l'arrivée des renforts. Soudain, une silhouette étrange apparaît sur le mur de l'académie, brandissant une arme bizarre. Les élèves craignent une attaque imminente, mais Macron les rassure en leur disant qu'aucun des démons ne vise Mash. Il devient évident que Mash sert d'appât. C'est un gros piège, et je pense qu'ils ont un moyen sûr d'obtenir ce qu'ils veulent,
s'écrie Dot, en disant « Comment sais-tu cela ?» Macron répond « C'est l'intuition d'une femme. » Dot rit et dit « Il a donc un cœur de femme. Je me le demande tout le temps. » Puis il demande à Mash de partir immédiatement, car ils peuvent s'occuper de ces petits monstres. En revanche, il peut s'occuper des combattants de la tour des innocents car il est très fort. Mash accepte et se précipite jusqu'à ce qu'il atteigne la grande tour épineuse. L'escalader prendrait beaucoup de temps, mais Mash ne le fait pas. Au lieu de cela, il s'arrête pour réfléchir un instant, lève les yeux et commence à utiliser sa force physique pour frapper la tour à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il la brise complètement. Il dit au garçon aux cheveux jaunes, « Nous nous rencontrons à nouveau. » Le garçon l'informe qu'il ne sert à rien de faire tomber la tour. La magie ne disparaîtra pas tant que Mash ne l'aura pas vaincu. Mash lui dit alors des mots qui indiquent qu'il ne s'est pas souvenu du moment où ils se sont assis ensemble pendant la cérémonie d'entrée, ce qui a surpris l'autre. Il lui demande si Mash l'a oublié. Mash regarde autour de lui, son visage change, puis s'excuse en disant que la réaction de l'autre était étrange parce que ce qui s'est passé entre eux ne devrait pas être oublié si facilement. La scène se déplace vers les amis de Mash qui combattent les monstres. Do utilise ses attaques de feu, éliminant de nombreuses personnes, et un autre utilise des coups pour en tuer d'autres jusqu'à ce que Macron arrive. Il utilise des ondes sonores, tuant un grand groupe. Tout le monde se bat de toutes ses forces, mais Dot s'exclame devant le nombre écrasant de monstres. Soudain, il entend le bruit d'un bébé qui pleure, se retourne et trouve un bébé. Il se demande pourquoi il y a un enfant dans cet endroit. L'enfant utilise alors la magie sur Dot, le transformant en bébé avec une tétine dans la bouche. Un autre enfant se transforme en adulte et se révèle être l'un des criminels, prétendant être Siret Baby, et transformant ses objectifs magiques en bébé cible. Dot est très en colère, mais c'est comique, car lorsqu'il utilise son pouvoir, on dirait un enfant qui joue avec. Lorsque la tentative échoue, Dot s'enfuit rapidement, les larmes aux yeux. Maintenant, il ne peut plus utiliser de véritable pouvoir. Il court à toute vitesse, appelant Lance à l'aide, en criant « Lance, aide-moi, s'il te plaît ». Lance se retourne, le regarde et lui dit « Assez de blagues, bébé. Regarde ce qui se passe autour de toi. » Dot insiste « Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. » Mais Lance ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. À ce moment-là, le magicien utilise sa magie, mais Lance l'évite de justesse. Il se rend enfin compte que Dot s'est effectivement transformé en bébé grâce à la magie. Le magicien prend Dot dans sa couche, le soulève et dit « Regardez le regard nourricier sur le visage de ce magicien. Les choses peuvent changer. » Des monstres attaquent Lance, mais il les esquive au dernier moment. Alors que Lance tente de sauver Dot de cette situation, le sorcier utilise la même magie sur lui, transformant Lance en bébé à son tour. Les deux bébés jouent ensemble comme si tout avait changé. Le magicien les informe que, puisqu'ils se sont transformés sous cette forme, leur défaite est assurée. Ils ne peuvent plus utiliser leurs 10 pouvoirs magiques habituels. Ils sont maintenant des créatures incapables de se défendre, et il n'y a pas de plaisir plus grand que celui-là. Le sorcier ne craint pas d'être blessé. C'est un match à sens unique. Mais Lance n'est pas du même avis. Bien qu'il soit un bébé, il parvient à utiliser son pouvoir et blesse le sorcier. Le méchant est surpris d'avoir été blessé de manière aussi importante par un petit enfant, et Dot se dit que les pouvoirs de Lance sont limités, mais qu'ils sont compensés par la réduction de la portée de sa magie. Malgré la puissance de la magie de l'ennemi, le lanceur de sorts était faible et Lance, le meilleur élève de notre classe de génie, l'a facilement vaincu. Lance se moque du méchant, déclarant que le match était vraiment à sens unique. Ils reviennent à leur état normal, et Lance remarque qu'ils ont encore des ennemis dont ils doivent se méfier. Pendant ce temps, Rio et le garçon volent dans le ciel. Le garçon demande quel est le lien entre Wahlberg et Innocent Zéro. Rio explique qu'un grand sorcier nommé Adam a créé le monde magique et est devenu le fondateur du ciel éclairé. Son pouvoir est devenu immense, et Wahlberg et Innocent Zéro étaient ses meilleurs élèves. Le garçon est surpris et demande si leurs pouvoirs sont égaux. Rio répond par l'affirmative, mais il s'efforce de leur tendre une embuscade, sûr de réussir si Wahlberg perd en toutes circonstances. Lors d'un changement de scène, nous voyons Wahlberg et Innocent Zéro. Innocent Zéro exprime sa joie de se rencontrer pour la première fois depuis longtemps. Il enlève le couvre-chef, ne révélant aucun visage. Wahlberg est horrifié et Innocent l'informe qu'il l'a surpassé. Innocent se moque de lui, se demandant si Wahlberg l'appellera encore un ami. Puis il révèle à nouveau son visage, choquant Wahlberg. Innocent prétend être plus humain que quiconque, animé par des désirs profonds et une avidité insatiable. Ces deux désirs, aujourd'hui, prendre Mash comme pion, et voir Wahlberg mort. Il utilise un sort interdit appelé Time of the Living Dead avec son bâton. Le sort fait apparaître des aiguilles d'horloge qui tournent rapidement, suivi de l'ouverture d'un portail avec des entraves en fer. Wahlberg est terrifié car Innocent utilise une magie interdite de l'autre côté. Pendant ce temps, nous retrouvons Mash et ses compagnons, et le méchant est furieux parce que Mash a oublié son nom. Cependant, du point de vue de Mash, il imagine la tête de ce méchant comme un délicieux morceau de pain. Il adore cela, ce qui exaspère le méchant qui menace de tuer Mash. Il tente alors de frapper Mash avec une pierre pointue dans la tour,
mais Mash l'esquive sans effort. Le méchant, toujours en colère, mentionne qu'il a entendu parler de l'ami de Mash qui a été poignardé mais qui est toujours en vie, les comparant à des insectes persistants. Après s'être défoulé, le méchant déclare qu'il ira tuer l'ami de Mash après s'être occupé de ce dernier. Mash, qui ne se laisse pas décourager, se demande si le méchant est courageux ou s'il suit simplement le même schéma que ses autres amis. La scène passe ensuite à Dot, qui espère que Mash va bien. Le méchant se souvient de la lance en carbone et se rappelle que Mash l'a utilisée sur la poupée d'Abel la dernière fois. Alors que Mash affronte le méchant, il se souvient de la lance de carbone et active un sort produisant de nombreuses lances de carbone. Cependant, l'attention se porte sur Du, qui espère que Mash est saine et sauve. Le méchant saute sur les lances en carbone dans les airs, évitant toutes les attaques avec une grande agilité. Il lance un assaut intense, mais Mash saute sans effort d'une lance à l'autre et l'atteint d'un puissant coup de poing au visage. Le méchant tombe au sol, du sang suintant de sa bouche. Surpris, le méchant se demande pourquoi Mash est maintenant beaucoup plus fort. Il le reconnaît comme l'homme noir aux cheveux hérissés, mais il se souvient l'avoir déjà vu auparavant. Mash répond que le méchant l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Cette révélation terrifie le méchant, qui se rend compte qu'il fait face à une force redoutable. L'épisode commence avec Job, un utilisateur légendaire de magie noire doté d'immenses capacités magiques. Il a régné sur le sommet de la connaissance magique pendant des siècles, organisant à lui seul les théories magiques et établissant un système d'éducation complet. En outre, il a fondé le Conseil de la sorcellerie, une organisation administrative dont l'influence s'étendait à toute la société magique, qu'elle soit petite ou grande. Cependant, à la fin de sa vie, il s'est surtout efforcé d'apporter une aide sociale aux personnes incapables de manier la magie, une noble tâche qui incarne ses convictions idéalistes. Pour ses 3 élèves, dont Wahlberg, de retour à la réalité, Job émerge du cercueil, choquant Wahlberg parce que celui qui a émergé est son professeur avec des yeux maintenant grands ouverts, des commentaires innocents exprimant la surprise que Job a finalement été acquis par la magie de résurrection. Cet anime n'a aucun lien avec la réalité et de tels événements ne se produisent pas, il s'agit purement d'un divertissement et d'un plaisir. Poursuivons donc. Des paroles innocentes stupéfient tout le monde car, bien que Job ait été ramené à la vie, il ne peut pas se ramener lui-même à la vie. Wahlberg est tout aussi stupéfait et se demande comment cela a pu se produire, comment Job a pu permettre un acte aussi odieux. C'est alors qu'apparaît un autre personnage orné de nombreux crânes, qui se présente comme Nécro, se déclarant l'adversaire d'Innocent, les poupées animées étant sa spécialité. Il lui sourit alors d'un air idiot et lui dit « Je vais faire en sorte de te faire plaisir. J'espère que vous l'apprécierez », leur dis-je. Wahlberg, jusqu'où veux-tu tester ma patience? Ensuite, il agite sa baguette magique et Nécro lui demande « Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Vas-tu m'attaquer comme tu en es si ignoblement capable ?» Il lui dit alors que, bien qu'il soit une marionnette, cet homme a été grand, et Job utilise un pouvoir immense, mais Wahlberg le détourne facilement. Innocent nous dit que ce professeur était le plus fort et le plus grand de l'histoire, et il se souvient que Job avait l'habitude de s'asseoir avec ses étudiants, dont Wahlberg, et de parler de la responsabilité et du devoir de ceux qui sont haut placés de guider les faibles. Il dit à Wahlberg que pour lui, c'est une phrase utilisée par ceux qui hésitent à se protéger, puis il lève le doigt et lui dit qu'il y a une part de vérité dans ses paroles, que Wahlberg est encore jeune et manque de connaissances, remettant en question le but de ce qu'ils se sont donnés pour les autres. Il se met alors en colère et lui dit de ne pas se disputer ainsi avec son professeur, le traitant d'imbécile, mais il s'excuse ensuite en disant qu'il ne faisait que plaisanter avec lui parce qu'il aime plaisanter avec lui. Wahlberg, retour à la réalité. Wahlberg parvient à dévier ce coup très puissant, laissant Nécro stupéfait, qui dit que le dévier est très puissant. Wahlberg se parle alors à lui-même, reconnaissant que son professeur était le plus grand homme de l'histoire, mais que les temps ont changé et que ce qui compte, c'est le présent, pas le passé. S'il trouve de la corruption à l'époque actuelle alors qu'il a été le plus grand homme, il ne l'épargnera pas, même s'il s'agit de son père ou de quelqu'un de sa chair et de son sang. La tour, l'homme qui a régné sur ce monde en tant qu'illuminé du ciel et qui est toujours sur le trône du monde magique à ce jour. Ses compétences sont les plus fortes de ce monde, cela ne fait aucun doute. Cependant, cela ne s'applique qu'au monde magique actuel, mais maintenant, nous avons fait venir son professeur, une personne du passé. Comment cela va-t-il se passer? Nécro utilise alors le Dark Collision, une force incroyablement puissante dont Job est le détenteur. Cependant, la tour parvient à l'éviter, ce qui l'a fait entrer en collision avec la montagne, dont une partie s'envole. Nécro l'informe alors qu'il va l'envelopper de son ombre noire. À ce moment, il utilise un pouvoir appelé Serpent Noir, mais la tour l'esquive au bon moment, bien qu'il parvienne à causer des dommages significatifs à sa cape, laissant la tour stupéfaite par ce formidable pouvoir magique. Nécro nous apprend alors que le pouvoir de la tour s'appelle la magie du vide, il peut envoyer dans le vide tout ce qu'il touche, même la magie de l'adversaire. Cela signifie qu'une fois qu'il l'a lancée, elle ne peut plus être contrée par une autre magie. Si la tour n'a pas contré le serpent noir, c'est parce qu'elle savait que sa magie ne fonctionnerait pas,
Il s'agit de la même magie noire que celle utilisée par son maître dans le passé, il ne pouvait donc pas ignorer complètement ses immenses capacités. Necro rit alors d'un rire ridicule, c'est un adversaire très fort pour lui, qui possède les meilleures qualités parmi toutes les poupées auxquelles il a eu affaire. Puis Innocent utilise le double sort de serpent noir sur la tour et Wahlberg, mais ce dernier parvient à couper cette magie, assommant Necro. Il utilise ensuite un autre sort, mais la tour le transperce à nouveau. Il coupe alors le bras de Necro, l'assommant une fois de plus. Wahlberg lui dit de ne pas s'inquiéter car sa magie contrôle l'espace, donc le membre perdu n'est qu'un peu plus loin, sans le tuer, cela énerve beaucoup Necro, qui décide de le frapper avec sa magie noire, rendant impossible pour lui de surmonter ce sort. Même la tour n'a pas assez de temps pour couper l'espace avec toute cette magie, car cette magie surpasse tous les autres types de magie. Necro tente d'utiliser à nouveau son pouvoir sur Wahlberg, persuadé que sa magie ne perdra jamais face à aucune autre. Wahlberg se moque de lui, puis lui dit qu'il a mal compris, car tout ce qui a été fait jusqu'à présent l'a été grâce aux capacités de la même baguette magique. Il utilise alors son pouvoir pour démontrer comment les sorts sont utilisés, libérant une force extrêmement puissante qui pourrait tuer Necro. Il se souvient alors de son professeur qui lui a appris beaucoup de choses et lui souhaite de reposer en paix. Une fois de plus, Innocent s'adresse à lui en lui disant qu'il ne connaît toujours pas la faiblesse. Wahlberg lui répond que son heure arrive sans aucun doute. La scène se déplace ensuite à l'académie, où l'on voit les amis de Mash utiliser leur pouvoir pour combattre ces monstres. Lorsque l'ami de Mash regarde, il s'aperçoit que ces monstres sont nombreux et qu'ils essaient de drainer leur pouvoir magique. Son ami lui demande de ne pas se plaindre, car il doit rester calme pour bien se battre. Il répond qu'il veut aider Mash, mais que s'il quitte cet endroit, les élèves seront en danger. Le garçon dit à Mash, « La magie que j'ai vue une fois ne marchera pas sur toi. » Mash est surpris et demande pourquoi il est visé en premier lieu. Le garçon répond, « Connais-tu la magie noire? Elle est faite à partir d'un cœur, en utilisant les cœurs de 6 membres de la famille fermée. Notre père a préparé 6 enfants comme vaisseau pour nourrir les cœurs, et tu as été créé par notre père pour faire partie de la création du corps parfait de notre père. » Mash est choqué, mais le garçon lui dit de ne pas être triste car c'est un grand honneur pour lui, il deviendra un membre de l'entité. Mash répond alors que c'est comme les muscles qui ont besoin de protéines pour devenir plus forts. Il s'endort ensuite, laissant le garçon seul. Le garçon est étonné, disant qu'il s'endort à des moments étranges, puis l'appelle, et Mash se réveille, disant que c'est mauvais parce qu'il est réveillé dans la réalité. Le garçon lui demande s'il est l'un de ses frères. Mash lui répond que non, qu'il est une copie créée en donnant le sang de son père à un corps né pour servir le plan de son père et devenir une partie du corps de son père. Mais il s'avère que l'un des membres est une ordure comme lui, et il est très en colère contre lui. Il lui dit qu'il devrait être heureux parce que c'est bénéfique, puis il frappe Mash à cause de ses paroles excessives, qu'elles soient lourdes ou insignifiantes, peu importe. « Viens ici et montre-moi ce que tu sais faire », dit le garçon. Je ne peux pas lui permettre de donner le ton, et je ne serai pas facile avec toi dès le début, dit le garçon en utilisant sa magie et en libérant toute la puissance de sa baguette magique. Mash est surpris par cette magie, le garçon lui explique que la magie peut évoluer d'innombrables façons en fonction de la puissance magique maximale de l'utilisateur. Il voit alors le rayon de lumière rouge et demande ce que c'est. Le garçon lui répond qu'il s'agit d'une puissance magique énorme. « Je vais te couper tous tes autres membres, dit-il et l'attaque avec sa magie, mais Mash l'évite. Le garçon lui dit, ce sont des disques à tête de diamant. Il dit ensuite qu'il n'y a rien au monde que ces disques ne puissent couper, et qu'ils le poursuivront jusqu'à ce qu'ils le coupent en morceaux. Les disques de fer commencent alors à attaquer Mash, et ils sont très rapides. Mash s'efforce de les éviter, mais malheureusement, l'un d'entre eux parvient à le blesser à la joue. Mash continue d'esquiver ces disques pour éviter d'être blessé, mais il essaie de les ignorer et de viser directement le méchant, mais en vain, car les disques ne s'arrêtent jamais. Mash se rend compte qu'un des disques reste prêt à l'éloigner, mais 4 disques dangereux signifient certainement des ennuis. S'il le nargue, lui demandant s'il est devenu fou, mais s'il tente de s'échapper, il punira tous les humains de la région. Son pouvoir s'intensifie alors considérablement et une forte énergie émane de son instrument magique, puis cette grande masse apparaît dans le ciel, remplie de ces rochers pointus comme des cabanossis. S'il s'empare de ces 4 disques, les contrôlant, et dit que sa baguette libère sa véritable puissance grâce à son enchantement d'invocation, ne se contentant pas d'améliorer ses capacités, mais augmentant la puissance magique absolue de plusieurs niveaux. Cette grande masse remplie d'épines dures va déchirer les corps des étudiants insignifiants de cette misérable académie, cet endroit que j'ai cru à tort être votre nouvelle maison. Tous tes disciples sans valeur mourront sans aucun doute. Rends-toi, Mash, tu ne pourras pas me vaincre avec ton seul corps, sans utiliser la magie. À ce moment-là, s'il lance à nouveau les disques tranchants et durs vers lui, mais Mash accélère et se précipite pour éviter d'être touché par les disques. S'il pense que Mash a quitté les lieux, abandonnant les élèves de l'académie, et il se demande s'il s'est rendu après avoir échoué à trouver une attaque et s'il a abandonné tous ses amis qui se battaient. Mais soudain, Mash déçoit sa croyance et sa perception, il arrive par derrière et l'attrape par l'épaule,
l'informant qu'il a fait le tour de l'académie pour se débarrasser de la surveillance de ses disques pointus. Shell est très surpris qu'il ait réussi à se débarrasser de tous les disques qui le poursuivaient, bien qu'il soit très rapide. Le garçon se demande donc quelle vitesse possède ce garçon maintenant qu'il s'accroche à lui pour le faire tomber avec lui lorsque les disques reviendront. Mais malheureusement, as-tu oublié, Mash, que j'ai un corps de diamant et que ma peau de diamant ne peut pas être brisée par des coups physiques? Au moment où Albra transforme son visage et son corps en diamant et en pierre, il dit « Je vais te mettre en pièces, Mash, que ça finisse maintenant, Mash », et les disques arrivent effectivement, et il semble qu'ils aient tué Mash. So le croit aussi et se moque de Mash en disant « C'est tout ce que tu as, espèce de salaud ?» Il lui donne plusieurs coups de pied, se moque de lui et lui dit « Je vais découper tes amis un par un pour qu'ils te rejoignent dans les rangs des morts. » Mais soudain, cette tarte à la crème apparaît sur la tête de Mash, qui la tient à nouveau et lui dit qu'il s'agit d'une fête de la tarte à la crème, ce qui terrifie beaucoup Seal, qui pensait avoir tué Mash. Ensuite, Mash met les tartes dans la bouche de Seal, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Venez et découvrons comment Mash a réussi à surmonter l'attaque de ses disques durs. Nous pouvons dire que Mash a saisi le cou de Seal et a appuyé sur sa tête et son cou ensemble par la magie du muscle bicéphale, et en étranglant l'origine, cela a réduit l'oxygène à S provoquant une hallucination partielle de son cerveau. Juste avant d'être frappé par la malédiction, Mash prit en compte le temps restant et la dureté du diamant. Il abandonna les attaques physiques et utilisa immédiatement une contraction explosive du muscle à deux têtes pour appuyer sur la carotide afin de couper l'alimentation en oxygène. En conséquence, il tue son adversaire en quelques secondes, ce qui naturellement tue aussi la course dure et la grande masse de pointes noires dans le ciel. À ce moment-là, Seal perd connaissance et Mash lui dit « Je tiens beaucoup à cette école, et si tu as l'intention de la détruire, je t'étranglerai et t'étoufferai à chaque fois avec mes muscles. » Les partisans de Wahlberg se dirigent vers la fin de la grande bataille qui l'oppose à Innocent. L'un d'entre eux s'appelle Aston et l'autre Rio. La mission a été extrêmement difficile, le voyage a été long et ardu, et leur a pris plus de 2 jours. Maintenant, ils sont tout près d'atteindre l'académie de magie. Austin s'adresse à Rio et lui dit qu'ils ont mis beaucoup de temps, mais qu'ils sont sur le point d'atteindre l'académie de magie. Rio sort alors un miroir pour se coiffer, ce à quoi Austin fait remarquer qu'il est étrange de se coiffer pendant un vol. Rio se défend en disant que l'apparence est cruciale pour une personne de sa stature. Soudain, une surprise de taille survient pendant le vol. Easton se retrouve coincé en plein vol et ne peut plus bouger. Rio est surpris par la tournure des événements et se demande comment cela s'est produit. Il remarque alors que Trishik est également suspendue dans les airs. Il s'avère qu'elles étaient toutes gelées sur place. Il en déduit que l'une d'entre elles a lancé un sort d'arrêt du temps et qu'Aston est entré dans son rayon d'action aérien pour le neutraliser. Cela signifie que toute personne ayant un faible pouvoir magique serait figée dans le temps. Rio poursuit son chemin, espérant que tout le monde est sain et sauf. Finalement, il arrive et appelle Caldo et les autres. Il est stupéfait par leur puissance, car ils ont vaincu un grand nombre de leurs ennemis. Cependant, Caldo l'informe qu'il n'était pas seul, il y a beaucoup d'élèves exceptionnels à Easton. Rio se demande ce qu'il est advenu de la tête de champignon, en référence à Mash, qui était la cible d'Innocent. Halo lui assure que Mash va bien et qu'il a même réussi à vaincre l'un des principaux membres d'Innocent, ce que Rio trouve impressionnant. Alors qu'il regarde Mash manger élégamment des sucreries, quelque chose d'inhabituel se produit. Orté lui dit que l'important maintenant est que Wahlberg affronte Innocent, mais qu'ils ne connaissent pas le lieu de leur combat. Il est probable qu'Innocent ait utilisé la magie de téléportation pour déplacer le combat ailleurs, mais elle n'a pas la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Mash lève la main, indiquant qu'il va partir à leur recherche. Il les informe qu'il utilisera ses muscles et part rapidement, tandis que les autres discutent avec lui. Out mentionne que malgré son état particulier, il ne peut pas utiliser la magie de détection pour le retrouver. Il décide néanmoins d'interroger cet homme et de tout savoir sur le but d'Innocent. C'est l'action la plus efficace et la plus logique. S'approchant de l'homme qui combattait Mash, un membre très dangereux, utilise une force considérable sur lui, mais quelque chose d'étrange se produit. Une barrière se forme autour de lui. Quelqu'un d'inconnu et d'invisible utilise alors la magie de la téléportation pour le déplacer de sa place et s'enfuir rapidement. À ce moment-là, Macron arrive et les informe que le membre principal était inconscient, mais que ce n'était pas à cause de la magie qu'il a lui-même utilisée, ce qui signifie qu'il y a toujours un des disciples d'Innocent qui rôde dans les parages. Nous allons enquêter, mais nous devons être extrêmement prudents car quitter cette zone exposerait tous les élèves au danger. Nous devons éviter cela, quelle que soit l'issue. Cependant, nous devons rester très vigilants et préparés à tout moment au cas où l'ennemi attaquerait. Wahlberg sera leur guide et triomphera de l'ennemi avec l'aide de Dieu, car il veut protéger tout le monde. Pendant ce temps, Rio se parle à lui-même, espérant que Wahlberg, s'il est vraiment faible, sera bientôt sauvé. Il prie Dieu de retrouver Mesh au plus vite. La scène se déplace ensuite dans le ciel, où se déroule la grande bataille. Dans ce moment intense, Suna demande à Wahlberg s'il n'est pas encore fatigué, ce à quoi Wahlberg répond que c'est au tour de Suna. Il demande à voir ce que Suna a,
se souvenant des paroles de leur professeur qui disait qu'un jour il comprendrait tout parce que Suna est très forte. Wahlberg dit alors à Sona de tout lui laisser, et la grande bataille commence. Innocent utilise la capacité de gel du temps, mais Wahlberg riposte en arrêtant le temps, faisant preuve d'une vitesse incroyable. Il utilise ensuite le combat spatial, mais Suna est surprise par son efficacité et se demande quand Wahlberg a appris à manipuler le temps. Innocent tente à nouveau de remonter le temps, transformant la main et la moitié du visage de Wahlberg en squelette et lui coupant la main gauche. Wahlberg se rend compte qu'Innocent exploite les vulnérabilités au moment de l'attaque. Il utilise alors une magie puissante comme l'arrêt du temps à plusieurs reprises. Wahlberg utilise ensuite son pouvoir, le Space Rush, pour frapper Innocent, mais ce dernier parvient à le bloquer. Wahlberg n'abandonne pas et décide de poursuivre son attaque pour empêcher Innocent d'exploiter le décalage temporel en sa faveur. Il a l'intention de tout couper, même la magie qui arrête le temps. En réponse, Innocent dit à Wahlberg que tous ses efforts l'obligeront à faire beaucoup d'efforts pour le vaincre. Wahlberg est surpris de constater qu'Innocent est derrière lui, car Innocent arrête le temps avant que Wahlberg ne puisse faire quoi que ce soit. Innocent utilise alors la magie de l'inversion temporelle et frappe Wahlberg. Il lui parle et lui dit que ce qu'il fait ne lui sera d'aucune utilité car la différence de force entre eux est immense. Innocent lui fait remarquer que Wahlberg ne se préoccupe que de lui-même, car il est ambitieux et prêt à faire des sacrifices, alors que Wahlberg ne se préoccupe jamais de lui-même. Au lieu de cela, il a continué à se concentrer sur la protection des autres et est devenu incapable de se donner des priorités. Innocent conclut que les humains sans fierté sont très faibles, ce qui est le résultat de l'autodépréciation de Wahlberg pour impressionner les autres. Wahlberg lui dit qu'ils ne vivront pas seulement pour eux-mêmes, mais qu'ils devront faire des sacrifices pour les autres. Il se souvient de son enfance où il était faible, n'avait pas de qualités exceptionnelles, était très lâche et ne s'intégrait pas à l'école. Il n'avait pas d'amis et commençait à sécher les cours par manque de confiance en lui et par peur d'être rejeté. Au lieu de devenir un paria, il a coupé les ponts avec les autres. Peu à peu, il a eu l'impression que le monde manquait de passion et était ennuyeux, et il est devenu très pessimiste. C'est à cette époque qu'il a rencontré Adam et qu'il s'est efforcé de le faire venir à l'école. Il se rendait souvent chez lui sans permission et lui racontait toujours des choses étranges sur les animaux. Malgré la froideur d'Adam, il n'a jamais abandonné et est resté proche de lui jusqu'au jour où il lui a demandé pourquoi il était resté à ses côtés pendant tout ce temps. Adam lui répondit qu'il ne pouvait pas le quitter. Lorsque Wahlberg a entendu ces mots, ils l'ont sauvé de ce qu'il était en train de vivre, et cette seule phrase l'a rendu heureux. Puis nous revenons à la réalité, où Wahlberg dit à Innocent qu'il n'y a pas de honte à vivre pour soi, comme il le fait. Cependant, il n'abandonnera jamais ceux qui sont plus faibles que lui. Innocent comprend qu'il veut libérer le pouvoir de la triade spatiale. À ce moment-là, même s'il sait que cela pourrait lui coûter la vie, il ne changera jamais sa conviction d'aider les autres. Cette conviction, Wahlberg l'a héritée de son professeur. Innocent se dit que même parmi les détenteurs de triade, seuls quelques-uns sont autorisés à atteindre le pinacle de la magie. En effet, Wahlberg utilise son pouvoir pour façonner un monstre afin de vaincre Innocent. Wahlberg dit à Innocent, « Il ne sert à rien de fuir, c'est la fin de ton voyage car c'est le moins que je puisse faire en tant qu'homologue. » Il supprima ensuite le monde d'Uranus et utilisa son homme. Il dit à Innocent qu'avec cela, « Je romprai le lien entre toi et moi pour longtemps. » Innocent a utilisé sa magie et a pu stabiliser le temps en arrêtant tout le temps et l'espace. « Puisque je contrôle le temps, aucune attaque ne peut m'affecter et ta perte était inévitable au moment où nous nous sommes affrontés, je vais t'envoyer dans ta tombe maintenant. » Innocent lança les flèches temporelles sur Wahlberg, et Wahlberg fut touché par ces flèches. Wahlberg dit à Innocent, « Tu ne survivras pas à ces blessures », mais il reçut un coup fatal. Wahlberg lui dit que la triade libère le véritable pouvoir du bâton magique lorsqu'il est chargé avec le maximum de force magique. Même si le porteur meurt, les bâtons continueront à lancer le sort. J'ai conservé ma puissance magique tout ce temps dans ce but. Innocent, étonné par ce qui se passait, dit, « Vous aviez prévu cela depuis le début. » Wahlberg répondit, « Je n'ai pas accompli mon devoir, j'ai observé pendant tout ce temps les gentils élèves qui protégeaient les futurs amis de Bias. Il y a un élève déterminé qui cherche à changer les lois du monde pour sauver sa petite sœur, et un autre élève au grand cœur qui aspire à devenir une balise d'espoir, protégeant ses amis et corrigeant les erreurs pour pouvoir vivre avec son grand-père sans magie. Ce monde pourrait être bien meilleur, plein de gentillesse, de respect et d'acceptation des défauts de chacun. C'est pourquoi je dois les sauver, car les âmes faibles et fragiles, comme je l'ai été il y a longtemps, ont besoin d'atteindre ce but. Je dois être un pionnier dans cette entreprise, guider les autres et utiliser mon pouvoir pour protéger mes élèves. » Ils disparaissent tous les deux après avoir utilisé la magie, et un rayon de lumière apparaît. Laura déclare, « C'est de la magie, et c'est de la magie de l'espace », étonnant tout le monde par l'apparition de cette figure. Laura répète que la figure n'a pas rétréci, Oté lui dit que la magie spatiale a été activée dans une zone élargie, et la figure disparaît. Wahlberg regarde à nouveau vers l'avant et trouve Innocent. Il lui demande si l'enchantement n'a pas été activé ou s'il a inversé le temps. Innocent utilise à nouveau sa magie, les flèches du temps,
et attaque Wahlberg avec la force du combat spatial. Innocent le frappe et Wahlberg tombe, mais Innocent le rattrape en disant « Tu es fort, mais je deviendrai plus fort que toi. Je ne vis que pour moi, tu ne peux pas me surpasser. » Tandis que la balance se dit que nos pensées idéalistes s'évanouiront sans que personne ne les réalise, et que vous avez rendu ce monde très fragile au point de le piétiner avec une telle croyance, un horizon étroit. Il pleure, puis Innocent lui fait ses adieux. À ce moment-là, Mash apparaît enfin et attaque Innocent, faisant tomber de lui une horloge. Mash lui dit, lors de mon admission, vous m'avez demandé si, face à quelque chose qui me dépassait, je l'élargirais d'un coup de poing. Wahlberg lui-même est surpris de voir Mash, mais il y a une chose à laquelle nous devons réfléchir, comment un Mash peut-il se trouver là-haut dans le ciel? Il n'a pas de magie. Alors comment fait-il pour voler? La réponse ne se fait pas attendre. Voici comment il vole, en utilisant ses muscles, comme d'habitude. Beaucoup trouveraient cela très ridicule, mais n'oubliez pas que cet homme est en train de sauver des vies, et que nous n'avons donc pas à juger. De retour à l'arène, nous constatons que la magie spatiale qui avait été déployée a disparu. D'après Caldo, c'est dû au fait que la magie temporelle s'est réenroulée un certain temps. En entendant parler de la magie temporelle, Rio décide de laisser Caldo s'occuper des choses ici pendant qu'il cherche Wahlberg. Ici, je ne peux m'empêcher de me demander comment ces magiciens n'accordent pas à Mash le respect qu'il mérite alors qu'ils volent sur des balais à l'allure stupide, pensant qu'ils sont sexy. Bien sûr, Rio est l'une des exceptions, car il est plutôt cool. Les dégâts que Mash a infligés à Innocent Zero sont guéris en un instant par ce dernier, qui réarrange son visage comme des blocs de Lego. Wahlberg demande alors à Mash ce qu'il fait ici, car l'homme que recherche Innocent Zero n'est autre que Mash lui-même. Même s'il essaie de l'aider, cela pourrait faciliter la capture de Mash par l'ennemi, qui s'emparerait alors de son corps. Pour éviter un tel sort, Wahlberg demande à Mash de partir immédiatement. Mais Mash refuse, car il a été élevé dans le respect des personnes âgées. Mash traitera Wahlberg comme n'importe quel vieillard, et si le besoin s'en fait sentir, il le protégera. C'est exactement ce que l'Innocent Zero attendait de Mash, et il est heureux que son fils soit venu jusqu'ici pour le voir. Il ne reste plus à Mash qu'à venir voir son père, mais Mash n'est pas très enthousiaste à cette idée. Il hésite à accompagner son père, mais ce dernier continue d'insister pour qu'il vienne, et son ton devient de plus en plus agressif. Mais Mash est toujours aussi confus, surtout après tout ce qu'il a entendu de la part du méchant Jojo sur ce qu'il va faire de son corps. Voyant toute cette confusion dans l'air, l'Innocent Zero comprend qu'il va devoir s'emparer de Mash par la force. Mais avant cela, il décide d'appliquer sa magie noire à Wahlberg, qui n'aime pas du tout ce que cette magie lui fait subir. Mash tente de le protéger, mais contre cette magie, il ne peut rien faire. Pour l'instant, alors que toute la zone est recouverte de cette magie infâme avec une reconfiguration physique répétée de son corps, Innocent Zero est devenu capable de voler les capacités magiques d'autres personnes. Je suppose que cela lui permettra même de prendre le pouvoir d'Uranus à Wahlberg. Mais heureusement, Mash a des muscles qu'il ne peut pas voler. Pour cela, il devra soulever des poids, ce que son corps actuel ne pourra pas supporter. Mais même si ce n'est pas le cas, il a certainement obtenu la magie noire de son maître, et maintenant la magie spatiale de Wahlberg est la prochaine au menu pour lui. Mais juste au moment où il dit cela, Mash sort Wahlberg de cette masse dégoûtante de magie infâme. On pourrait penser qu'Innocent Zero ne pourra plus s'emparer de la magie spatiale de Wahlberg, mais ce serait une erreur car, selon Innocent Zero lui-même, il est trop tard. Ensuite, nous commençons à voir des formations magiques similaires se former avec la magie d'Innocent Zero, ce que nous avions déjà vu lorsque Wahlberg utilisait sa magie spatiale. Je suppose donc que même le pouvoir d'Uranus est désormais entre les mains de ce méchant, avec lequel il peut faire tout ce qu'il veut. Wahlberg est toujours incapable de croire ce qui se passe devant lui, mais quelle que soit la force de son incrédulité à l'égard de la réalité, Innocent Zero fait de la magie, probablement même mieux que lui. Mash est toujours en train de voler dans les airs, mais il est certain que cela lui demande beaucoup d'endurance. Je ne sais pas combien de temps il pourra encore tenir, et maintenant il devra aussi faire face au pouvoir d'Uranus, que l'ennemi a volé à son directeur. L'Innocent Zero a désormais le pouvoir de gouverner ce monde. Selon lui, le monde entier lui appartient désormais, et sa prochaine cible n'est autre que notre bien-aimé Mash. C'est vraiment effrayant, même pour Wahlberg, car si Innocent Zero met la main sur Mash, tout espoir sera perdu. Mash s'élance alors et donne au méchant un autre bon coup de pied en plein visage. Puis il continue à le frapper. Après avoir donné de nombreux coups de pied, il commence même à lui donner de nombreux coups de poing, mais tous ces mouvements fous n'effraient pas le méchant, même pas un seul instant. Ce type est différent de tout ce qu'il a affronté jusqu'à présent, il devra certainement trouver quelque chose d'unique s'il veut battre ce type avec ses muscles. Mais pour l'instant, Mash ne peut utiliser que ses muscles, qu'il continue d'utiliser en donnant un autre coup de poing, mais celui-ci est bloqué par l'ennemi. Cette fois, Mash recule un peu, puis repart soudainement à l'assaut, mais cette fois, cette magie dégoûtante commence à lui causer des ennuis. Mash parvient à peine à s'en sortir cette fois-ci. Même Mash a senti l'énorme différence de puissance entre lui et son ennemi à l'intérieur de son propre corps.
L'innocent Zéro est bien décidé à ramener Mash chez lui, mais soudain, il ressent une forte secousse à l'intérieur de sa tête. Il semble que la puissance d'Uranus soit trop forte pour Innocent Zéro. Même Mash ne comprend pas ce qui se passe. Wahlberg explique que le pouvoir magique de l'Innocent Zéro dépasse ses capacités physiques. C'est le prix à payer pour la recherche avide du pouvoir. Innocent Zéro souhaite devenir un être humain parfait, éternel, beau et puissant. C'est tout ce qu'il veut, du moins c'est ce qu'il dit vouloir. Je ne sais pas ce qu'il nous cache d'autre. Ce n'est pas comme si on pouvait faire confiance à un méchant comme lui et prendre tout ce qu'il dit pour la vérité. Mais pour devenir un être humain parfait, il doit obtenir un corps physique capable de contenir toute la puissance magique qu'il a volée. C'est pour cela qu'il en a après Mash Barndead, il ne veut pas entraîner son propre corps pour qu'il devienne fort, alors il décide de tricher comme un perdant. Mais même avec ce mal de tête, Innocent Zéro leur demande de ne pas se montrer arrogant. Pour lui, Mash n'est rien d'autre qu'un de ses ingrédients, son seul but dans la vie est d'élever son père à un niveau supérieur en se faisant sacrifier. Mais peut-être que tout cela n'est que le reflet de son ego, car je pense que Mash a le droit de décider du cours de sa propre vie. Même Wahlberg est d'accord avec cela, même si, d'après son apparence, il est plutôt confus, je dirais. Mais tout de même, je ne pense pas qu'il préfère suivre le plan de son père alors qu'il a des gens si gentils et bienveillants ici à l'académie. L'Innocent Zéro se contente de rire de l'idée que Mash puisse choisir le cours de sa vie, puis dit que les humains comme Mash qui ne peuvent pas utiliser la magie ne peuvent pas vivre dans ce royaume de toute façon. Cette remarque est un peu choquante pour Mash, qui fait de son mieux pour montrer qu'il est choqué. Innocent Zéro poursuit en disant qu'Adam Job a longtemps régné sur le royaume magique. Il n'a cessé de dire noblesse obligue et autres, mais au final, il n'a pas pu mettre fin à l'exclusion de ceux qui ne pouvaient pas utiliser la magie. Il en va de même pour le directeur de l'école. Il l'attaque alors qu'il n'a presque plus de pouvoir magique. Wahlberg ne peut pas l'esquiver complètement cette fois-ci, mais grâce à Mash, il peut garder la vie sauve pour l'instant. Wahlberg ne pensait pas que Mash pouvait encore bouger autant, mais cela ne change rien au fait qu'ils sont dans une situation désespérée avec une telle différence de puissance entre eux. Il est difficile de reprendre le contrôle de la situation. Ensuite, Mash parle de l'histoire commode que l'Innocent Zéro vient de leur raconter. Dans un monde où la magie est tout, le meilleur utilisateur de magie est un type si méprisable. Il vaut la peine de le vaincre avec ses muscles. Ensuite, le monde n'aura plus qu'à l'accepter. N'oubliez pas non plus que pendant toute cette histoire, Mash utilise toujours ses jambes pour voler. L'Innocent Zéro traite Mash d'ignorant et lui dit que l'ignorance peut être une chose si effrayante. Il en vient ensuite à la conclusion que Mash ne peut tout simplement pas le comprendre puisqu'il est un être omnipotent. Cependant, il semble qu'il ait besoin d'un peu de temps pour s'acclimater à son corps. Pour l'instant, il demande à être excusé et quitte la scène pour se rendre dans une dimension spatiale étrange. Mais avant de partir, il s'arrête un instant et dit qu'ils finiront cela une autre fois. On peut donc dire que Mash a sauvé Wahlberg, mais au moment où le portail se referme, on voit un énorme rayon de magie ignoble et dégoûtante qui se dirige droit sur l'école, juste au-dessus de l'académie. Le rayon s'estompe, et des particules colorées commencent à en pleuvoir, ce qui a pour effet d'éliminer tous les corps de démons autour de la reine. Dot ne comprend pas de quelle magie il s'agit, mais Lance remarque la disparition des démons. Maintenant, il est inutile de transférer tous ceux qu'ils ont vaincus. J'imagine que l'Innocent Zéro ne veut pas que les corps des démons lui apprennent comment fonctionne sa magie. Kaldo se rend compte que puisqu'ils sont face à l'Innocent Zéro, tout ceci doit avoir une raison d'être. Les particules se rassemblent alors à l'extérieur de l'académie pour former un énorme monstre. Le monstre est si grand qu'on peut voir tous ses visages au-dessus du mur de l'académie. Cela me rappelle presque cette scène effrayante de l'attaque du Titan. Kaldo se rend compte que l'Innocent Zéro a fusionné les corps des démons qu'il a vaincus pour créer un monstre géant. Le monstre est assez énorme et je ne pense pas que même Mash puisse le vaincre d'un seul coup de poing. Il lui faudra au moins 10 à 12 coups pour en venir à bout. Cependant, Innocent Zéro ne pense pas que Mash puisse faire quoi que ce soit puisqu'il n'a pas de magie. Un monstre dans cet état a assez de puissance pour détruire une ville entière instantanément. Finalement, Innocent Zéro a décidé de combattre la puissance par la puissance, et une puissance écrasante en plus. Malheureusement, Wahlberg ne semble pas être d'une grande utilité car ses pouvoirs magiques d'Uranus ne fonctionnent pas comme prévu et il commence à tomber. Heureusement, Rio est arrivé à temps en pleine crise, car c'est ce qu'il est. En voyant les blessures de Wahlberg, Rio pense qu'ils doivent l'emmener à l'hôpital du bureau de la magie. Mais tout ce dont Wahlberg se préoccupe pour l'instant, c'est que Mash soit prudent. En entendant cela, Rio se rend compte que Mash ne l'a pas prévenu immédiatement lorsqu'il a trouvé Wahlberg, comme il l'avait promis. Cependant, il considère toujours que la façon dont il a sauvé Wahlberg est excellente et même maintenant, il court tout droit vers l'académie pour affronter le monstre titan. Le public est encore figé dans le temps. Mash veut prouver que l'Innocent Zéro a tort en battant le titan sans aucune magie, juste avec la puissance de ses muscles. Nous voyons alors que le temps se décongèle et que tous les spectateurs ne sont plus figés dans le temps, mais ils sont certainement très confus quant à ce qui s'est passé. Ils ont l'impression d'avoir dormi pendant tout ce temps.
Beaucoup d'entre eux ne savent pas non plus où est passé le dragon qu'ils avaient vu avant d'être gelé. Finn ne sait pas où sont allés Dot et Lance, maintenant que la magie de l'arrêt du temps a disparu. Les choses risquent d'empirer car les gens vont paniquer, surtout après avoir vu l'énorme monstre titan là-bas. Mais comme ils sont tous censés être des magiciens, ils vont certainement essayer de combattre ce monstre. Par exemple, ils vont tous maltraiter Mash parce qu'il n'a pas de magie. Mais même s'ils ont de la magie, cela n'aide personne en cas de problème. Et comme prévu, ils sont tous effrayés par ce titan qui se dirige droit sur eux. Il semble vouloir détruire leur école. Le monstre ne perd pas de temps et commence à détruire le mur, envoyant les décombres voler droit vers le public, leur faisant vivre une expérience 4D intense. Heureusement, pour l'instant, Lance utilise sa magie de la gravité pour les sauver. Penser à sa sœur le remplit toujours d'énergie. En fait, cette fois-ci, même Dot l'a ressenti, ce qui est vraiment effrayant pour lui. Macaron les aide également et demande à tout le monde de sortir d'ici sans perdre de temps. Les gens commencent à s'enfuir alors que le titan avance toujours vers l'arène. Finn ne pense pas qu'il puisse gagner contre un tel monstre. Le mont s'inquiète de savoir où est son Mash. Dot ne se préoccupe pas de la taille de ce titan, il utilise sa magie d'explosion, mais une sorte de magie protège le titan de toute blessure. Pauvre Dot, il pense vraiment que le titan a sorti cette barrière de nulle part. C'est tellement injuste pour lui. Kaldo lui explique qu'il s'agit d'une barrière annulant la magie. L'un des lanceurs de sorts d'Innocent Zéro qui a installé cette barrière doit être dans les parages. À moins qu'il ne les batte, la magie ne fonctionnera pas contre ce titan. Horde, le type du sable, est à la recherche du lanceur de sorts en ce moment même. Mais qui que ce soit, il doit se cacher sourdement puisqu'il ne peut rien faire pour l'instant. Kaldo décide de participer à l'enquête. Dot le rejoint également. Les personnes qui tentent de s'échapper se rendent compte qu'une barrière bloque leur chemin. De plus, le monstre avance vers eux et il semble qu'ils soient condamnés. Et juste au moment où le monstre s'apprête à les écraser, il se bloque avant de pouvoir les frapper. Puis il commence à être ramené en arrière. Cela ne peut pas être dû à la magie de quelqu'un puisque la barrière annule toute magie, ce qui veut dire que c'est notre bien-aimé Mash qui a utilisé ses muscles pour resserrer la barrière. Même si pour les gens qui peuvent utiliser la magie, cela paraîtrait vraiment ridicule, mais comme ils sont tous inutiles de toute façon, je pense qu'ils devraient arrêter de juger. Un bras de fer s'engage entre Mash et le titan, la chaîne faisant office de corde. Tout le monde est choqué de voir ce que fait Mash sans utiliser la moindre magie. Même s'il ne fait que leur sauver la vie, il continue à le dénigrer en disant qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un qui ne peut pas utiliser la magie dans ce monde. Cependant, certains d'entre eux ont un peu de cervelle, car ils se demandent si le fait que quelqu'un puisse ou non utiliser la magie a vraiment de l'importance, surtout lorsque cette personne essaie de sauver leur vie en se mettant elle-même en grand danger. Il donne tout ce qu'il a pour se battre pour eux. Les plus intelligents commencent même à encourager Mash, en disant qu'il peut le faire. Il outrepasse toutes les règles de ce monde où la magie est tout, à la seule force de ses muscles, et c'est ce qui le rend si cool et impressionnant en tant que protagoniste de l'histoire. Même le titan a commencé à montrer un semblant de peur dans ses multiples yeux. Nous voyons Finn encourager Mash en lui disant qu'il peut le faire comme il l'a toujours fait, puis Mash jette le monstre titan dans la nature, tandis que le public continue de l'encourager. Mash a même prouvé que l'Innocent Zéro avait tort, lui qui pensait que Mash, sans magie, ne parviendrait pas à vaincre ce titan. Finn est heureux de voir que Mash va bien. Le Mont est également présente et dit que Mash a été incroyable car ce qu'il a fait à ce titan était très impressionnant. Elle est fière de son mari et veut même qu'il la mange en l'embrassant, mais Mash n'a qu'une envie, manger ses choux à la crème bien-aimés, pas quelqu'un d'autre, car ils sont tellement savoureux. Lorsque Wahlberg se réveille, on lui raconte également ce que Mash a fait. Wahlberg a alors l'impression que, dans ce royaume magique, celui qui incarne le mieux le concept de noblesse obligue n'est autre que Mash Barndead lui-même.